Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir pour cette Salut. belle rentrée 2025, bonsoir à Clément qui nous appelle depuis les Alpes. C'est exactement ça. J'ai Oh là skié toute la là, journée et j'ai dévalé les pistes pour arriver à l'heure à ce live. voilà, avec ton petit fond en planche en bois, on pourrait croire que t'es allongé par terre sur un coussin et que la C'est caméra est ça. au-dessus de toi comme ça. L'ordinateur est scotché à mes jambes qui sont verticales contre le mur. C'est hyper impressionnant physiquement comme performance, bravo à toi. Et bonne année en fait. Bonne année Bonne année, et Prisme. attendez, il n'y a même pas le chat qui s'affiche, on est où là? Oh là là. Alors que tout Oh le là monde là, est en folie à c'est dire bonne année. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'est que deux, mais aujourd'hui on parle de trois films. On va donc parler de Au Canada de Paul Schrader, de Syntax de Pablo Aguero et de Nosferatu de Robert Eggers. Donc petit rattrapage du mois de décembre, parce qu'on vous a un peu lâché en décembre. Bonne année tout le monde, bonne année. Et on a des petits films en intro, voilà, à notre habitude, des mini-films comme ça qui sont un peu passés rapidement en salle et qu'on va passer rapidement entre nous. Toi Clément, tu as vu Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Kraft. Tout à fait. Film aussi spectaculaire que le ton que tu emploies le laisse deviner. Oui, C'était tout à fait. super. C'est le dernier film de Werner Herzog, intrépide cinéaste documentariste, qui fait un film en fait à partir des images tournées par ce couple qui sont des volcanologues qui ont beaucoup filmé leurs expéditions. Il y avait d'ailleurs déjà eu un film qui s'appelait Fire of Love que j'ai pas vu, qui était basé sur les mêmes images. Qui avait eu Et un Oscar en plus déjà, je crois, ou en tout cas des ah ouais, récompenses ou un truc qui avait été pas mal remarqué, quoi. effectivement, effectivement. Et donc en fait, ce que fait Herzog, c'est voilà, utiliser toutes ces images. Il parle par-dessus évidemment avec sa voix off caractéristique. Euh, et donc il relate un petit peu à la fois la vie de ce couple, enfin disons plutôt la vie de ces deux scientifiques, on va dire, parce que la question du couple, de l'amour est assez balayée dans le film, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Et aussi et surtout, je dirais, la naissance de deux cinéastes, ou surtout d'un cinéaste, puisque c'est surtout Maurice Kraft qui tient la caméra. Et c'est ça qui est assez beau dans le film. De toute façon, je vais faire assez court, mais c'est que l'idée d'Herzog, c'est que plus ils partent en expédition, plus ils filment, plus ils arrêtent de devenir scientifiques, de faire des relevés, des choses comme ça, plus ils deviennent vraiment cinéastes et investissent voilà, le cadre et comment ils vont capter les volcans. Et ce qui est assez chouette et assez rare, c'est que Herzog en fait a accès à tous les rushs, on pourrait dire, de ce film fantôme qui serait celui de la vie des Crafts. Et donc on peut faire vraiment de l'analyse d'image, quoi. Il y a des séquences où Herzog nous montre des prises ratées et du coup on comprend que en fait c'est pas vraiment des prises de vue documentaires et qu'il y a autre chose un petit peu derrière. Et donc tout cet aspect là un petit peu d'analyse presque, je le trouve assez intéressant. Et c'est, je pense que j'ai pas tout vu, mais le film d'Herzog où il pousse au plus loin cette logique, puisque même s'il avait utilisé déjà les images d'autres personnes, comme dans Grizzly Man, là c'est vraiment voilà, la matière du film, c'est les images des autres. Et donc Herzog s'en empare. Et, et ça, je trouve ça assez beau. Notamment, il va presque essayer de d'élucider la mort des Crafts qui sont morts du coup en observant un volcan, en étudiant les dernières images qu'on a d'eux. Voilà, c'est fou. Et, Pardon, pardon. et en étudiant les dernières images qu'on a d'eux, et voilà, il utilise les images d'une caméra d'un caméraman japonais pour essayer d'apercevoir une silhouette en se disant est-ce que c'est peut-être eux, etc. Et donc j'aime bien, au-delà de la dimension, on va dire, vraiment spectaculaire des images, très lyrique du film, cette dimension un petit peu aussi méta, ou en tout cas de déconstruire un petit peu en même temps les images. Et ça, je trouve que ça donne au film vraiment sa force. Beaucoup de gens étaient un peu lassé parce que il y a beaucoup de moments où Herzog se tait et met de la musique classique très pompeuse sur les images des volcans. Il y a aussi l'idée de se dire que est-ce que les Crafts eux-mêmes, filmant ces images comme des cinéastes plutôt que comme des scientifiques, n'appelaient pas ce genre de traitement un peu grandiloquent. Donc ça justifierait d'une certaine manière ce que fait Herzog avec ces images. Donc tu voudrais dire que le couple Kraft était très bon à crafter des images, c'est ça que tu entends? Ils ont crafté. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un feu ardent qui les unissait surtout. C'est ça que Mais j'ai ressenti. je pense que le plus grand drame, c'est qu'il soit plus en vie pour découvrir le film Minecraft au cinéma, qui sort cette année, et ça... Et oui, c'est quasiment un biopic 2, quoi. Jack Black Voilà. joue Kraft, il s'appelle Kraft. Mm. Et Jason Momoa joue Mine. C'est ça. C'est vraiment un beau duo. C'est ça, ouais, c'est ça. Attendez, moi je vous balance l'image du film dont je vais vous parler brièvement.
Tu nous Euh, parlais de 20 dieux de Louise de- Courvoisier. Exactement, absolument. Donc un premier long métrage qui a tout d'un petit film un peu discret, mais qui s'est fait beaucoup remarquer, qui a fait énormément d'entrées. Enfin, en tout cas pour un film de cette échelle, qui se passe dans le Jura, avec des acteurs non professionnels, et qui raconte un petit peu la vie d'un jeune garçon et de sa sœur, mais notamment du jeune garçon, qui perd son père, mère sa mère, pas du tout, euh, qui se retrouve sans le sou, avec beaucoup de difficultés financières, à devoir donc continuer d'élever sa fille, enfin sa petite sœur, et sans travail, avec des compétences sociales un peu maladroites, et il va se mettre en tête que lui et ses amis peuvent gagner... mince, j'ai oublié le nom du prix. En tout cas, faire un comté tellement formidable qu'ils auront une récompense pour la qualité de leur comté. Et que avec cette récompense, ils pourraient se refaire financièrement et continuer à vivre comme ils le mériteraient. Donc c'est vraiment une sorte de témoignage de cet endroit géographique qu'est le Jura. La réalisatrice vient de là-bas, tous les acteurs viennent de là-bas, ils ont le dicton. On sent qu'il y a une passion à filmer un peu les gestes, notamment de la fabrication du comté à la main. Il y a une vraie attention, il y a aussi une façon de gérer les vaches, de gérer le lait. Et un petit peu tous ces différents petits espaces sont dans l'ordre du simili-documentaire, on va dire. Mais des fois un peu trop balisé par une forme scénaristique très construite qui vient de temps en temps un peu désamorcer la beauté simple et naturelle du film. Qui vient en fait sur tous ces comédiens en réalité, et notamment le binôme du rôle principal et de la fille dont il va tomber amoureux, ou en tout cas avec qui ils vont vivre un couple, qui est une jeune agricultrice éleveuse de vaches, qui ont une façon comme ça de se regarder, de se comporter, qui tient de la beauté de la direction des acteurs non professionnels, c'est-à-dire en même temps quelque chose de très sincère, et qui peut de temps en temps essayer de chercher le truc un peu cinématographique, mais j'avais professionnellement, presque un peu maladroitement. Est-ce qu'il va utiliser le lait des vaches de cette agricultrice pour faire son comté? Absolument. Et à la base, il le vole d'ailleurs à cette jeune femme, Shipper. presque à la façon de First Cow. Et finalement, l'amour viendra. Deux beaux films d'amour en introduction. C'est ça, absolument. Pour parler de Au Canada, ensuite. C'est beau, Moins ça. d'amour. Moins d'amour. Est-ce que le chat a vu Au Canada? Toi Clément, t'es un professionnel de Paul Schrader. Est-ce que t'as Bien vu sûr. tous ces films? Non, non, pas du tout. Il m'en manque plein. Surtout tous ceux qui ont l'air très mauvais. La fourchette fin 90, 2000 et tout, là, ça a l'air pas fou. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief Paul Schrader? Est-ce que tu t'en sens capable? Bien sûr, bien sûr. Paul, donc déjà Schrader, c'est son nom de famille. Et non, mais disons que pour le grand public, c'est un peu un cliché, mais il est connu quand même plutôt en tant que scénariste, parce qu'il a notamment travaillé avec Martin Scorsese sur plusieurs films, dont Taxi Driver. Ok. Et en fait, Schrader a commencé peu de temps après la sortie de Taxi Driver, dès la fin des années 70, sa propre carrière de cinéaste avec un film qui s'appelle Blue Collar. Et ensuite, il a réalisé vraiment... comment dire, il a pas cessé, on va dire, de mettre en scène, avec plus ou moins de réussite. Il y a eu plein de moments de creux dans sa carrière, des films très disparates aussi les uns des autres, à la fois des grands succès comme American Gigolo et plein de choses beaucoup plus confidentielles, notamment voilà, dans les années 90-2000. Et il est revenu un petit peu sur le devant de la scène récemment avec une sorte de trilogie un peu informelle constituée de First Reformed, The Card Counter et Master Gardener, qui sont un peu trois films qui reprennent, on va dire, la formule, pour le dire vite, de Taxi Driver, avec ces personnages solitaires qui se confient dans leur carnet, qui parlent en voix off, etc. Et voilà, qui sont trois films qui ont fait un peu revenir Schrader sur le devant de la scène. Et si Master Gardener vraiment, je pense, clôturait, on va dire, cette trilogie, là, avec Au Canada, on part quand même dans un domaine assez différent. Alors, le film est quand même, on va dire, inscrit dans la filmographie de Schrader, déjà parce que c'est le retour de Richard Gere qui jouait dans American Gigolo, et aussi parce que Schrader adapte un roman qui en anglais s'appelle Forgone, de Russell Banks, qui était déjà l'auteur que Schrader avait adapté pour Affliction, un très bon film qu'il a réalisé au début des années 90, si je ne me trompe pas, et qui raconte donc Forgone, on pourrait dire les
les derniers instants ou la dernière confession d'un vieux cinéaste, d'un vieux documentariste, qui reçoit chez lui des élèves à lui, puisqu'il a été professeur de documentaire, et ces élèves vont lui dire en gros de raconter face caméra un petit peu sa vie, son parcours de cinéaste, etc. Notamment parce que ce personnage principal, donc, qui s'appelle Leonard Fife, est considéré un petit peu comme un symbole de l'artiste rebelle, puisque pendant sa jeunesse, il a fui les États-Unis pour le Canada afin d'échapper à la conscription au Vietnam, à la guerre du Vietnam. En tout cas, c'est ce que veut la légende, on va dire. Et donc le film prend la forme d'une sorte un peu de récit mémoriel, on pourrait dire, un petit peu décousu, puisque voilà, on est vraiment plongé dans le cerveau de ce vieil homme qui qui mélange un petit peu les époques, les dates, qui fait pas un récit linéaire très construit. Donc le film fait lui-même pas mal d'allers-retours. On saute un petit peu d'une époque à l'autre, et donc c'est une sorte un peu de puzzle, on pourrait dire mémoriel, un peu comme ça. Ce qui est assez étonnant parce que, on pourrait dire que jusqu'ici, et notamment avec les 3 films précédents, Schrader était quand même dans un style d'écriture extrêmement net, précis, peut-être même un peu mécanique dans le cas de Master Gardener, mais en tout cas, voilà, il n'y a rien qui dépasse, quoi. Alors que là, au contraire, c'est un film très nébuleux, à tel point que, et d'ailleurs ça a beaucoup déstabilisé un petit peu certains critiques quand le film a été montré en compétition à Cannes, finalement cette espèce de récit de comment il est devenu cinéaste, etc., on ne l'aura jamais, puisqu'en fait Fife va plutôt utiliser le dispositif du face caméra qu'on lui impose pour raconter un petit peu son parcours intime, et notamment parler de toutes les femmes qu'il a connues, trompées, épousées, etc., au cours de sa vie. Il y a aussi quelque chose d'important à souligner que vous découvrez dans la bande-annonce, c'est les différentes matières d'image que le film utilise, c'est-à-dire 3 précisément, 2 différentes pour le passé, qui sont en 2.39, soit en couleur, soit en noir et blanc, d'un truc un peu très brillant, très esthétisé, très lissé, presque faux, et l'autre couleur du passé est plutôt dans un style pellicule, ou en tout cas veut donner cette sensation-là d'un 16 ou d'un 35 mm un peu vieillissant. Et les passages du présent, ou en tout cas du dispositif documentaire dans lequel est plongé Fife, est en 1.66, je dirais, quelque chose comme ça, en couleur, mais de façon très étonnante, ne prend pas le cadre en entier. C'est-à-dire qu'il y a toujours il est toujours dans une fenêtre entourée de bordures noires. Et ça fait beaucoup penser, ou en tout cas, dès que la figure apparaît dans le film, on comprend un petit peu mieux, à l'écran que vous pouvez voir de temps en temps dans la bande-annonce, celui-ci par exemple, où le dispositif qu'a créé Fife pour mener des interviews. C'est-à-dire une sorte d'écran dans lequel il va regarder, un miroir sans teint où présente la caméra derrière de façon à le filmer, et pour lui, le visage de l'intervieweur. Et donc, tout le film, tout le temps du présent, va se présenter sous une forme surprenante, presque à épouser le regard de l'intervieweur sur Richard Fife et tout ce qui l'entoure. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis et ces différents formats, c'est que, disons que à nouveau, le film prend pas exactement la route qu'on attendait, c'est-à-dire que quand il commence à raconter, on passe de ce présent qui est tourné dans un numérique assez clinique à une image du passé très stéréotypée, on pourrait dire pellicule, couleur chaude, etc. Et petit à petit, en fait, ça va se dérégler, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, Fife, dans les années 60, donc qui est joué par Jacob Elordi quand il est jeune, prend son petit déjeuner, et d'un coup, il y a un contre-champ en noir et blanc, qui en fait se passe 2 ans plus tôt, mais ça on le comprendra que plus tard. Et j'aime bien la façon qu'a le film en fait de un peu brouiller les pistes, et surtout voilà on pourrait dire de bifurquer. D'ailleurs, quand on arrive dans le passé, on pense prendre un petit peu l'histoire de Fife au début, mais en fait on comprend au détour d'un dialogue qu'il a déjà eu une femme et un enfant auparavant, qu'on n'a pas encore vu nous en tant que spectateurs. Et donc le film va comme ça multiplier un petit peu les courts-circuits, les fausses pistes. Je trouve que c'est à la fois d'ailleurs la réussite ou la qualité du film de vraiment jouer à fond le jeu de cette espèce de puzzle mental. On n'est pas totalement sûr de la véracité de ce qu'on voit. En même temps,
je pense que le film est peut-être un peu trop nébuleux pour son propre bien, si on veut dire. C'est-à-dire que parmi les fragments de scène qu'on voit, bah, ils sont quand même très inégaux. Je pense notamment à tous ces moments où on voit Leonard Fife en train de donner cours, parler de l'éthique du documentaire, etc., qui sont des séquences que je trouve beaucoup plus pauvres et beaucoup moins, voilà, beaucoup moins réussies. Mais quand même, voilà, il y a cette idée de la forme du film comme voilà, une espèce d'espace mental un petit peu déréglé, quoi. Mm. D'autant que même dans la matière même de ces séquences, des fois, ils vont jouer sur la double image de Richard Gere et de Jacob Elordi pour le faire changer d'un champ à l'autre, ou même d'un cut à l'autre en gardant le même cadre et en le faisant juste changer de visage, d'apparence. Presque comme si, en fait, tout le film venait à nous raconter que toute vie, tout récit est forcément un mélange de mise en scène, de réel, de projection du présent sur le passé, d'événements que l'on raconte. Et en fait, c'est j'ai la sensation que, en tout cas, le film tend vers ça, vers la essayer de comprendre de quoi se compose une histoire, et par extension l'histoire de sa propre vie. C'est des fragments, des mélanges, des confusions, différentes façons de voir le monde, différents points de vue, parce que le film joue aussi de la pluralité de moyens de mise en scène. Et d'autant que dans les séquences du présent, donc où le personnage de Fife explique et raconte, il tient absolument à ce que sa femme soit présente, comme si c'était potentiellement une histoire que il voulait raconter pour elle, et selon à qui on s'adresse, on raconte les choses différemment. C'est ça, et il y a l'idée en fait que voilà, il va un peu détourner en fait le dispositif qu'on lui impose pour en faire une espèce de confession voilà, sur son passé de manière beaucoup plus intime. Et en fait, ce qu'on comprend, et ce qui est aussi. Enfin, je trouve aussi que le film est, on pourrait dire, assez mal aimable, notamment parce qu'il y a cette espèce de construction qui est un peu frustrante par moment, parce qu'on voilà, on est un peu mis sur des fausses pistes, ou alors une scène commence et en fait elle est balayée, on revient au présent, etc. Et aussi parce que bah, on découvre un personnage qui n'est pas du tout le documentariste star génial qu'on croyait, mais un homme extrêmement lâche qui a passé toute sa vie en fait à trahir sa femme, à la tromper. Quand sa première femme accouche, lui il préfère partir, etc. Et donc il y a tout un tas en fait de manquements comme ça. Et donc on se retrouve avec un personnage qui est difficilement aimable. Mais là où je trouve que le film est assez beau et en fait vraiment touchant sur certaines scènes, c'est que je le trouve à la fois cruel et en même temps il y a quelque chose d'un peu finalement, cette cruauté vis-à-vis de la lâcheté vraiment de Fife fait que on peut pas ne pas avoir d'empathie pour ce personnage qui est en fait au seuil de la mort et qui est presque prisonnier de ses manquements du passé, quoi. Et donc il y a l'idée que voilà, il se confesse vraiment à sa femme, il lui avoue un petit peu ce qu'il a fait, mais qu'il reste vraiment prisonnier de ses propres souvenirs, quoi. Et je trouve que les jeux d'apparition de Richard Gere dans les flashbacks racontent pas mal ça, hein, notamment une scène où c'est déjà assez joliment fait puisque le Jacob Elordi va vers la maison d'une femme avec qui il va coucher en trompant sa femme. À un moment, il quitte le cadre et quand il re-rentre, c'est le corps de Richard Gere, donc sans cut, on va dire, il y a une substitution comme ça des corps. Et ensuite, Richard Gere se penche à la fenêtre, observe et voit son lui du passé, si on veut dire, si on peut dire, en train de tromper sa femme et de commettre un peu l'irréparable. Il y a cette idée que lui assiste en fait impuissant à ses propres exactions, quoi. Et donc j'aime assez cette idée de dire que voilà, il y a aussi une dimension très mélancolique, très tragique de on ne peut pas racheter ses fautes, quoi, qui pour le coup est un thème extrêmement schraderien. Loïc, est-ce que tu es toujours avec moi? Oui. Ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs, c'est que quand on regarde la condition physique du personnage de Fife dans le film, ça ne peut que nous évoquer celle de Paul Schrader dans la vraie vie actuellement. C'est-à-dire que il est en fauteuil roulant, il a beaucoup de mal, on sent que c'est potentiellement le dernier ou l'avant-dernier film de Paul Schrader lui-même, que on est face à un artiste qui fait un film vraiment en pensant un peu à lui. Et
qu'on constate d'une certaine façon que, en fait, la vie d'un artiste n'est pas réductible à la création artistique de cet artiste, et que Paul Schrader se voit potentiellement davantage comme étant un homme qui a vécu des relations, qui a eu des émotions, plus que comme un homme qui a écrit des scénarios, qui a fait des films, et que, ouais, comme tu le disais, il essaye un peu de désacraliser presque l'artiste génial qui a eu des prix. Bah d'ailleurs, c'est presque un peu une sorte de blague que fait le film, c'est-à-dire que déjà toutes les images qu'on voit des documentaires de ce Leonard Fife, ça a pas l'air formidable, quoi, et ça a l'air être un truc un petit peu sensationnaliste, etc. Mais surtout, on apprend que, en fait, son premier film qui l'a fait, voilà, un peu rentrer dans la cour des grands, si on veut, en fait, il l'a tourné par accident parce qu'il filmait quelque chose, mais il savait pas exactement ce qu'il filmait, il s'en est rendu compte qu'après. Donc il y a vraiment cette idée que très vite on balaye le côté voilà, artiste, démiurge, etc. Et Et juste après avoir montré ces images-là, le film nous montre d'autres images qui sont celles d'un bateau traversant l'Antarctique, je pense, et certains chasseurs abattant et frappant des animaux. Et là aussi, la facture cinématographique est très faible, quoi. Elle est plutôt exactement, journalistique et nous apparaît tout de suite comme étant un matériau de plutôt piètre qualité. ça. Et en même temps, pour finir peut-être sur un truc un peu poétique que le film a évoqué, c'est que y a une très belle scène. Je pense que les moments que je préfère sont vraiment un peu ces moments de disruption, on pourrait dire, du passé, notamment quand Richard Gere il fait des apparitions. Mais il y a une scène où il apparaît dans une espèce de diner sur la route, parce que voilà, le film il y a une espèce de long road trip. Qui occupe un bon bout des scènes. Et donc, il est dans une espèce de diner sur la route. Il y a une lumière blanche aveuglante qui arrive de l'extérieur. Bon, on peut tout de suite faire des parallèles un petit peu funestes. Et d'un coup, dans le bar, entrent plein de gens qu'il a connus dans sa vie. Donc, c'est une scène complètement mentale, voilà, pas du tout réaliste, où il y a plein de gens voilà, qu'il a croisés dans sa vie qui arrivent. Et il y a aussi cette belle idée, je trouve, dans le film, que cet exercice de réminiscence, il est vraiment double, puisque à la fois, c'est une épreuve parce qu'on a commis des fautes qu'on ne peut pas réparer, et en même temps, se replonger dans ses souvenirs, c'est le dernier moyen qui nous reste pour revoir ces visages qu'on a trahis, qu'on a perdu de vue, qu'on a abandonnés, etc. Et j'aime bien que le film voilà, devienne assez touchant, parce qu'il arrive à conjuguer un petit peu ces deux trucs contradictoires. Et donc, je vous ai parlé dans le film de la figure un peu du regard dans la caméra, de cette sorte de dispositif où on permet à l'interviewé de regarder à la fois l'intervieweur et l'objectif. Et donc, je vais vous proposer un petit quiz sur le regard caméra. Très bon, très bon. Petit quiz regard cam. Très bonne idée. Le principe est simple. Énorme zoom sur les yeux en gros plan d'un plan regard cam. Et vous devez trouver le film. C'est ta Si spécialité. personne ne ça. l'a à travers grâce au gros plan du regard cam, je mets l'image en grand, mais c'est quasiment que des films très connus, que des regards cam connus, un peu célèbres. Voilà, tout est plutôt clair. Parfait. Chaud, bouillant. Allez, ça part. Et c'est la première image. Voilà, on commence vraiment avec du... Bien sûr, bien sûr. Voilà, le début est limpide, le début est offert sur un Orange Mécanique, absolument. C'est Orange Mécanique, bien sûr. Chèvre Time l'a eu, seconde 1. Alors, celui d'après, moins facile déjà. Celui d'après, connu, célèbre, marquant, peut-être moins évident, par contre. Monique, voilà, le chat là extrêmement rapidement, il n'y a pas de doute. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bravo à tous. Pour le moment, vous êtes impeccable. Clément est nul à chier pour le moment. Mais oui, le premier, je l'avais quand même. Oui, le premier, pas mal. Celui d'après, je l'ai aussi, Celui d'après, voilà. Celui d'après, un peu... Bien sûr, bien sûr. Fait mousse. Voilà, Petit clin d'œil, d'ailleurs. C'est vrai. Il y a un petit clin d'œil après. C'est vrai. Là, je vous laisse un peu prendre vos marques avec des plans un peu connus. Et après, tu vas nous assassiner. Et après, je vais vous mettre des trucs, ouais. Le tout dernier, c'est vraiment dur. Ce n'est pas Au revoir les enfants, non. C'est un film d'un réalisateur scandinave, pourrait-on dire. Non.
Ça compte pas comme scandinave, ça? Non, Scandinavie, Aïe. c'est Danemark, C'est Suède, que Norvège. C'est Funny Games, absolument. Il est autrichien. Ah bah oui, il est autrichien, je suis fou. Il Je est suis Johnny autrichien. Chien Fou, même, je dirais. Tu es Johnny Chien Fou, ouais. Bah, si tu étais Johnny Chien Fou, Tu aurais... tu aurais donné la réponse. Mais je l'avais, Bravo à tous. Je laisse jouer, je laisse jouer. Plan suivant. Oula, c'est Maxi Pixel là. Celui-là est peut-être pas si facile que ça. Moi, j'ai une idée, mais... Est-ce que c'est un film où il y a eu Oui. 2 films? Oui. Allez. Bravo. Et ouais, pas si mauvais le Colio. Pas si mauvais le chien fou. Le chien fou. Le chien fou de Twitch. Ouais. Bah, c'est un plan qui est très connu du film, quand même. Mais je pense que le sourire du personnage est plus caractéristique que son regard. Et oui. Est-ce que le chat a C'est un des film, idées? Hier. Rien à voir avec une temporalité. C'est un film. Hier. Et non pas une date. Ça aurait pu être le 4 janvier, mais ce n'est pas le sujet du quiz. Non, vous avez mal compris la question. C'est pas quand est-ce qu'on a vu ce film, c'est... Non, ce n'est pas Her. Ah, Her. Non. Quels autres indices? Il y en a 2, ils sont sortis à peu près en même temps. 2 biopics sur le même personnage. L'acteur qui joue ce personnage est mort. Il est finito, malheureusement. Finito, voilà. Et celui qui jouait dans l'autre film le rôle principal, c'est Saint-Laurent. Bien Oui, c'est joué. Saint-Laurent, bravo à tous. Bien joué, Johnny. Bravo à tous. Regardez ce petit sourire en coin là. Allez, Saint-Laurent, voilà, vous l'aviez. allez oubliez là. Vous étiez à 2 Cette doigts, petite vous étiez à 2 peuple, doigts. là. Oula. Oula, facile ou pas? Pour moi, très simple. Peut-être pour la plèbe. Moi, Ah, j'adore. si, j'ai une idée, mais... C'est un cinéaste cher à ton cœur, hein, Luc. Ouais, c'est Breaking the Waves. Oh là là, vous êtes trop rapide. Le chat est trop fort ce soir. Bravo à tous. Absolument, lui, il est scandinave. Lui, t'as le droit de le dire. Dire Oula. finito en parlant de Gaspard Ulliel, fou. Oh, ça va, avec tout le respect. Allez là, allez, ça a les yeux sales là, tout bombé. C'est quoi? D'après, il est... Je crois que tu l'as pas vu toi, Clément. J'ai un guess bizarre, mais je le garde pour... Je pense que t'as raison. Tu ne le sais pas, mais tu as raison. Est-ce que c'est un film russe? Oui. Ah ah. Ouais, tu l'as. Ah ah. Le mec connaît même les films qu'il a pas vus. Et ouais. Il est trop fort. Dis-moi le nom d'un film, et je le connais. Hier? Je connais. Putain. Impeccable. Est-ce que c'est... Ce n'est pas Gollum. Est-ce que malheureusement. c'est Gollum? Est-ce que c'est Requiem pour un massacre? C'est absolument Requiem pour un massacre. Bravo. Bravo, mon petit Clem. Ah, sur le gros plan, j'ai Johnny cru Chien qu'il Fou l'a avait- eu sur le fil. Ah, Bravo. ouais, c'est Bravo bon, à ça. Johnny. Je croyais qu'il a été brûlé au dernier degré, en fait, pas vraiment. Non, il a un peu des blessures partout. Il s'est Quoi. fait- Ouais. Il a vécu la guerre. Hein. Oula. Plan C'est suivant. C'est C'est Pixel Pixel Land. un max, mais c'est parce que c'est trop connu. Ah, mais si, bien sûr. Quand même. C'est Ça un, ne double, se- c'est un double quiz, c'est-à-dire que t'as pixelisé exprès pour rendre ça plus dur. Reconnaissez ce plan pixelisé. Reconnaissez ce plan zoomé en low poly. Là, Bien je sûr. pense que c'est le regard cam le plus célèbre de l'histoire du cinéma, celui-là. Bah, Orange Mécanique, pas mal, mais effectivement, Orange c'est la Mécanique, même, plutôt connu, ouais. c'est la même catégorie, quoi. Le retour du quiz des myopes. Allez, Julie, c'est pour toi, là. C'est pour toi. Allez. Ça, là, d'ailleurs, cette image est fixe. C'est vrai, ça. Les 400 coups. T'as même pas eu besoin de absolument, faire un c'est les 400 screenshot. coups. C'est Antoine Douanel, là, sur la plage. Il regarde la cam et c'est la, là, la wow. Playas. Celui C'est d'après. Ensuite, il y a Bamosé à la playa pendant le Ouais, générique. Et Antoine Douanel qui danse sur la plage Bien comme sûr, ça. je me rappelle. Scène bizarre. Les poils, Ça a les un peu poils. gâché le film, je trouve. Mais... Moi, les poils, personnellement. Ah ouais. Plus simple. Bien sûr. Plus simple. On revient sur du simplis, du simplos. Les gros yeux bleus là, allez, Et des oui, revenantes, oh là là, Cinédote. le chat est Cinédote à une foilier. vitesse. Oh là Il là. l'avait tapé Revenante, avant. bravo. Titanic, MDR, je plaisante. Ouah, le chat s'affole sur The Revenant, bravo à tous.
Vous avez reconnu les gros yeux bleus de DiCaprio là. The Tout Decaps, fou. bien sûr. Ok. Ok, c'est quoi la suite? Là, Moins, on peut moins rentrer facile. dans le un peu plus technique. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez des idées? Petite anecdote personnelle qui n'aidera personne. C'est la fin du film. Et c'est ma fin de film préféré de l'histoire. Ce dernier plan, ce plan final, c'est mon plan final préféré de l'histoire du cinéma, je pense. Et donc c'est un regard cam dans le dernier plan. C'est un regard cam dans le dernier plan. Ouais. C'est un long travelling. Et ce n'est pas Edward Norton, c'est une femme qui est en train d'avoir les larmes là. Elle est les larmes. Et, elle est dans un lit. Elle est allongée dans un lit comme ça. Je vous décris le plan en fait. Je crois que j'ai une idée, mais en fait je me souviens pas assez bien du film. C'est un film de genre 99. Ouais, exactement. Oh là là. Ok. Il est imbattable, mon binôme. Écoutez. Je suis beaucoup plus battable que mon binôme, c'était terrible. Cinéaste américain, contemporain. Il y a Tom Cruise dans le film. Est-ce que c'est un trop gros indice? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que je mets le plan large? Peut-être que les gens vont pas avoir le plan large. Vas-y, ouais, vas-y, plan large, plan large. Plan large, plan large. Enfin, plan large. Plan épaule, quoi. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, oui. Bon. Ça chialax, là. C'est Magnolia. Et oui, c'est Magnolia. Bien joué, bien Bravo joué. à tous, bravo à tous. C'est trop bien. Ce plan, vraiment, je le regarde sur YouTube, juste la petite séquence. Et à chaque fois, j'ai la larme à l'œil, quoi. À chaque fois, c'est trop beau, c'est trop beau. On continue, là. Allez, ça devient un fou malade ou quoi? Alors là, Jojo noir et blanc, là, qui nous ziote. Ouais, qui vous ziote, il vous juge un peu, d'ailleurs. Mhm. Il vous juge un peu. Là, si je mets le plan large, tout le monde l'a instantanément, donc Ok. je prends un petit peu de temps. Beaucoup de... Non, je vais pas donner trop d'indices tout de suite. C'est à bout de souffle, oh là là. Ah ouais? Et Bien joué, bien c'est à bout de joué. souffle. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, Bah moi j'adore la montagne, j'y suis. Et regardez, il y a du bois partout. il y a du bois partout. Ça se foutait dans une cave, c'est bien caché, quoi. Oui. Bon, c'est Encore vrai. une fois, ça c'est le plancher, hein. Je suis C'est allongé par vrai. terre. C'est vrai, n'oublions pas le dispositif exceptionnel de cinéma qu'on propose. Plan suivant. Gros plan suivant. Quelqu'un va-t-il trouver ce film? Est-ce que c'est le tout dernier plan? C'est Ferris Bueller. Chèvre Eh Time a oui. été beaucoup trop rapide, bravo. Exceptionnel. Il y en a pas mal dans le film des regards cam. Mais celui-ci en est un parmi tant d'autres. Tout à fait, bien sûr. Bravo. Bravo, bravo. Et on continue. Alors, une petite idée. On dirait encore DiCaprio, non? Non. Le même- Et je peux donner un indice après potentiellement, mais... Allez, je vais donner un petit indice dès maintenant parce que je pense que c'est un peu dur. Cet acteur... Salut Thomas. L'acteur que vous voyez là est dans un des prochains films dont on va parler. Ah ouais. Et ouais, mon pote. Bien sûr, c'est dans La Haine, c'est Vincent Cassel qui regarde la vitre. C'est Vincent Cassel. C'est Louis Garrel. C'est Louis Garrel qui regarde la cam. Mais dans quel film pourrait-il regarder la caméra et avoir cette tronche-là? Il est genou le garçon. Il est genou. Est-ce que c'est le C'est dans Paris. C'est dans Paris. Thomas Grignon a été intestable. Il arrive et puis il y trouve, voilà, bon, c'est assez ouais. un professionnel. Trop jeune. Ok. Avec dans Paris. C'est l'inverse de DiCaprio, là, c'est trop jeune, pas trop vieux. Et on continue, il reste peu de plans. Ça devient... On passe de technique à hyper technique. Profitez du technique pour le moment. Est-ce que c'est une actrice italienne? Non.
Nope. J'avoue, là, comme ça. Est-ce que plan large, c'était trop facile ou... Plan large, la réponse est instantanée. Donc, pensez... Il y a plusieurs regards cam dans le film. Et je vais vous donner l'indice de quasiment tous les films en... C'est Cléo. Ah là là, Julie. Julie, bravo. Cléo de 5 à 7. Absolument. Bravo. Et attention, le tout dernier, qui est le plus dur. Donc si quelqu'un là... Même toi Clément, je pense que tu ne le trouveras pas. Un des plus pixels, donc c'est un des plus... Ouais, c'est exactement ça. En plus d'être archi chaud. Oh, le... oh, le boug là. C'est impossible de savoir qui c'est. Je vais peut-être vous dire qui c'est parce que c'est vraiment impossible. Non. Franchement, bien tenté. Hein. Level sans myopie. Il était du tout un mec. Alors, pensez pas à Sergio Leone. On n'est pas du tout à ce niveau-là de cinéma. Là, c'est Steve Carell. C'est The Office, juste? Non. Ce n'est pas The Office. Steve Carell regarde la caméra. Steve Carell regarde la caméra, ouais. C'est dur, hein. C'est technique. Je peux tenter au hasard, mais... C'est 40 ans toujours puceau. Bravo Thomas. Ah oui, bien sûr, à la fin, oui. À la fin du film, après avoir couché pour la première fois de sa vie, il se met à chanter Aquarius de Hair en faisant plein de regards cam et un mode clip. Voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Super le spoil à la fin de 40 ans toujours puceau. Il est plus puceau, putain. Sinon, il y aurait eu des suites. 41 ans. Ouais. 42. Encore est toujours puceau. 43. 47. 40... Ensuite, ils font un petit gap parce qu'il n'y a plus grand chose à raconter. Oui, je comprends. Ils font plus que les décennies après. 50, 60. Voilà, c'est ça. 90. C'est Richard Linklater après. Ça c'est ça. Tous les 9 ans, il y a un film. Voilà, c'était le petit quiz regard camos. C'était super. Très bonne idée, Loïc. Merci beaucoup. Très bonne idée. Bravo d'avoir trouvé 40 ans toujours puceau. Après, est-ce que t'as juste, Thomas, tenté le premier film avec Steve Carell qui t'est venu en tête ou t'as vraiment trouvé? Ça aurait été mon guess, a priori, au hasard, mais... Ouais, oui, j'ai hésité à mettre des trucs un peu connus, genre Memories of Murder, Psychose et tout. C'est vrai, ça. Tu connaissais la scène. Il n'y avait pas Psychose qui fait peur et tout, là. Et ouais. Et on a dit qu'on continuait par Syntex, c'est ça notre prochain? Et oui, on va prendre par les airs. Notre envol. Et oui, voilà. L'envol, un autre film avec le gars. Oh les... Mais t'es trop fort en fait. Tu jongles avec les mots. Tel un circassien. Tel un clown. Je fais du diabolo, actuellement. Alors quel est le meilleur regard cam pour vous? Bah du coup moi je suis un peu en Magnolia. Ouais, je pense que je vais rester sur mon coup de cœur de Magnolia, fin du film, la larme à l'œil à chaque fois, de la comédie et du bien. Il y en a un que j'aime beaucoup dans JFK, si vous avez vu. J'ai hésité à le mettre aussi. Où l'avocat Kevin Costner adresse son plaidoyer à un moment directement face caméra. J'aime bien. Un peu cheesy, mais j'aime bien. Je suis très heureux, Julie, que tu continues les blagues volent haut ce soir. Bravo. Je précise que là j'ai mis le chat mais je le vois pas le reste du temps donc vous alarmez pas si je réagis pas. Trop drôle. Je devine à peu près, je devine. Donc Syntex, Pablo Aguero. Nous c'est un cinéaste avec Clément qu'on aime plutôt bien. C'est vrai. On connaît pas non plus sur le bout des doigts, mais on en a déjà vu deux autres. On avait vu Eva ne dort pas, Eva no duerme, qui était un film argentin avec comment il s'appelle déjà, Gaël Garcia Bernal, c'est ça. Et Les Sorcières d'Aquila, qui était sorti il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça, et que on avait vraiment suradoré à l'époque, vieille époque où on avait un podcast qui s'appelait Colmat. On en avait vraiment chanté les louanges. C'est vrai. Et on pense à toi, absolument pote. Et maintenant, il nous revient avec un film beaucoup plus grand public, enfin peut-être pas grand public, mais en tout cas qui vise une plus grande audience, avec un sujet un peu plus ouvert, un plus gros budget, des acteurs beaucoup plus connus, parce que Louis Garrel, Vincent Cassel, Diane Kruger et Claire Maton à la photo. Une belle petite équipe comme ça qui s'est réunie autour de ce Pablo. Qu'est-ce qui se passe dans le film, Clément ?
Bah, écoutez, c'est un film sur Antoine de Saint-Exupéry, donc l'auteur notamment du Petit Prince, conte célébrissime. Mais ce qu'on voit dans le film, c'est pas vraiment ça, au sens où euh, le film ne retrace pas vraiment l'écriture d'un de ses romans les plus célèbres ou sa carrière d'écrivain, etc. Mais en fait, se passe avant, notamment dans la période qu'il a pu relater ensuite dans un livre qui s'appelle Vol de nuit, pendant laquelle Syntex était aviateur pour la compagnie aéropostale, et donc allait livrer le courrier de par le monde en avion, notamment au niveau de la Cordillère des Andes, là où va se passer l'essentiel du film, qui est du coup plus qu'un biopic standard, un vrai film d'aventure, puisque tout l'enjeu du film, ça va être que l'ailier fidèle et le mentor de Syntex, qui s'appelle Henri Guillaumet, qui est donc le personnage de par Cassel, finit par être porté disparu en montagne alors qu'il essayait de battre un record de hauteur pour trouver un moyen d'aller plus vite et de passer au-dessus de la cordillère plutôt que de faire le tour. Et voilà, Guillaumet disparaît et donc Syntex va se lancer dans une quête pour essayer de le secourir. Et donc, on est face à un pur film, on pourrait dire, d'aventure, qui a la particularité d'une esthétique assez étonnante, puisque on se rend assez vite compte que l'essentiel du film est tourné sur fond vert, ou en tout cas, voilà, l'essentiel des décors sont des incrustations numériques qui vont donner au film une espèce de touche un petit peu irréelle, une artificialité, je dirais, complètement assumée d'ailleurs par le film, qui va proposer comme ça des sortes de panoramas un peu fantastiques, que ce soit la montagne, la mer au début du film, avec la lumière qui perce à travers les nuages et qui fait comme ça des espèces de taches lumineuses, même le hangar dans lequel, voilà, qui leur sert un peu de base d'opération, qui semble perdu vraiment au milieu du désert, etc. Voilà, il y a une forme comme ça un univers assez étonnant quand même autour de ce projet qu'on pourrait de loin croire être une sorte de biographie. D'ailleurs, projet qui a beaucoup divisé. Je sais pas si les gens dans le chat l'ont vu, ce que vous en avez pensé, parce que y a des gens qui adorent, des gens qui détestent, beaucoup de gens qui trouvent ça plutôt maladroit, un peu raté. Euh, Moi, c'est un film que je trouve de cette manière-là vraiment purement inégal. Je n'ai pas de meilleur mot pour décrire Syntex. C'est un film qui alterne. Ah bah voilà, Chèvre Time le qualifie de nul. Euh, donc, C'est quand c'est un c'est film inégal, mais tout le temps. qui alterne entre des séquences que je trouve vraiment formidables, vraiment magnifiques, et d'autres que je trouve vraiment assez pitoyables, pour ne pas dire ratées. Et c'est souvent, j'ai la sensation, une question d'équilibre. Quand le film essaye d'aller trop loin dans le côté wannabe petit prince, un peu image surréaliste, fantaisiste, comme la scène où Syntex s'arrête chez un jeune garçon ou chez une jeune personne, qu'il se trouve qu'il y a des petits animaux qui rôdent aux alentours, un petit iguane, un petit serpent, Il y qu'ils a ont une même un petite... renard, je crois, Il y a moyen. carrément. Ils ont une sorte de petite discussion du genre dessine-moi un mouton. Et cette scène manque beaucoup de corps, semble vraiment vouloir être une reproduction, mais sans jamais devenir quelque chose de sincère. À l'inverse, il y a des scènes qui se la jouent un peu trop réelles, un peu trop proches d'une sorte de sensation quand il y a certaines scènes avec Diane Kruger, avec Vincent Cassel, où ils essayent d'avoir des discussions un peu sincères, la vraie peur de la disparition de Vincent Cassel, etc. On n'y croit pas non plus, il y a quelque chose peut-être dans le jeu des acteurs ou dans la direction générale de l'intention de Pablo Aguero qui fait que ces scènes manquent beaucoup de subtilité, elles sont vraiment balancées comme des blocs. Mais moi, le film me touche énormément quand il arrive à jongler entre ces deux et à créer des scènes entre le réalisme et la magie. Ce qui m'a un peu fait penser, donc, sans que j'en sois un expert, euh, au réalisme magique, qui est donc un peu cette sorte de mouvement littéraire et artistique et qui anime encore beaucoup l'Amérique du Sud. Clément, t'as un petit problème de micro, je crois, sauf si c'est moi. Quoi, ça grésille? Ça fait des trucs. Ça grésille, ouais. Ça grésille, Axe. C'est bon. C'est réglé. Et donc, que le film gère le mieux ces séquences lorsqu'il
lorsqu'il trouve cet équilibre entre le réalisme et la magie. Notamment, ce qui sont les plus belles scènes du film et les plus réussies, les scènes où Louis Garrel survole la cordillère des Andes à plusieurs reprises, parce que le film est jonché d'échecs. Le premier, un aller et un retour au moment où il se rend compte que son avion n'a pas les capacités. Ensuite, il revient et décide de copier les mouvements des condors, se laisser porter par le vent pour essayer d'aller plus haut. Et finalement, la scène où il va partir avec Diane Kruger et retrouver Vincent Cassel finalement, où ils suivent des traînées de lumière ou des points de lumière dans l'obscurité, ce qui arrive d'ailleurs déjà au début du film et qui est déjà une très belle scène. Donc en fait, c'est quand le film presque arrive à déployer un nouvel imaginaire visuel, mais qui soit pas non plus en dehors du cadre de la réalité. C'est quand il se sert des points lumineux, c'est quand il se sert des percées de soleil dans les nuages, et qu'il leur donne un petit côté magique. Notamment dans la scène du Condor, où il exagère les percées de lumière dans les nuages pour représenter matériellement les montées de vent, ou en tout cas les colonnes de vent dans lesquelles l'avion va passer, presque comme des cercles dans un jeu vidéo d'aviation où il doit passer pour réussir à monter parfaitement. Bah, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. En fait, je pense que le projet vraiment de Aguero, c'est de ne pas faire une biographie de Syntex, mais de faire un film d'aventure, presque qui pourrait se passer, en tout cas, qui serait effectivement, comme tu l'as dit, entre le récit véritable de ces aventures, puisque c'est un épisode qui s'est réellement produit, la disparition de Guillaumet, entre voilà, ce fait historique et l'univers des contes que Syntex va écrire après, puisque en fait, lui, à ce moment-là, est en fait comment dire, un wannabe écrivain, quoi. C'est un écrivain en puissance. On voit qu'il griffonne, il fait des croquis, etc. dans son carnet, mais il n'est pas encore auteur. Et donc le film est comme ça, un petit peu à mi-distance, on va dire, de l'Aviateur et des contes qu'écrira Syntex ensuite. Et moi, je partage tout à fait ce que tu dis, et je dirais même que ce que je trouve le plus beau, c'est la façon qu'a le film un peu de partir d'une situation réaliste et de décoller progressivement, quoi. Et typiquement, la scène des Condors, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense à une autre scène qui est très curieuse, mais que je trouve vraiment réussie, qui est une espèce de séquence un peu musicale qui intervient vers le début du film, où en gros, on est sur le tarmac de l'aéroport, les mécaniciens s'affairent sur les avions, Syntex vient de tomber dans la mer, donc il est frigorifié, et Guillaumet voilà, lui tape sur le dos un peu pour le réconforter. Et en fait, tous ces sons se mettent à former une espèce de rythme, une petite mélodie, et d'un coup, ça devient une espèce de séquence un peu musicale, où ils esquissent un peu des pas de danse. Il y a une otarie qui est là, qui se joint un petit peu voilà, à la musique, etc. Et je trouve que c'est une scène très réussie, très amusante, et qui montre bien, on pourrait dire, enfin, qui incarne bien la façon de raisonner de Syntex, quoi. C'est-à-dire, on part d'une aventure réelle pour ensuite la romancer et inventer autour, quoi. Et d'ailleurs, il y a plusieurs séquences qui mettent en scène justement ces inventions à lui, où on voit bien que, on pourrait dire qu'à partir d'un problème très rationnel, il va inventer un petit peu des voies détournées, un peu inattendues. Je pense notamment à un moment où ils essaient de capter un signal radio et ça fonctionne pas, et donc ils commencent à tendre des câbles à partir de l'antenne et ça devient une véritable toile d'araignée dans l'aéroport, comme si ça faisait une sorte un peu de métaphore visuelle du fait que ils étendent la toile de communication, et là ça devient un élément concret, quoi. Mais Et d'ailleurs, ce que tu ne mentionnes pas par rapport à cette séquence, c'est que en termes de son, il y a encore un jeu musical au moment où il tisse sa toile, qui est une sorte d'accompagnement au thérémine, comme si lui-même était en train de créer une sorte de composition musicale avec cette sorte de fil de fer qu'il va tendre et retendre et détendre à travers toute la pièce. Et ça me fait penser que souvent, quand le personnage de Syntex a une idée, ou en tout cas innove, ça s'incarne musicalement et sonoriquement, avec le son. Et que, un autre exemple, au début du film, quand il va avoir l'idée de suivre un train de nuit pour pouvoir se repérer depuis le ciel, les battements des roues du train vont se superposer à la musique du film et vont créer une musicalité et un rythme presque à la façon de ce que Von Trier avait fait dans Dancer in the Dark avec la transformation du son du train en musique, et qui va aussi advenir avec le Condor plus tard, avec le bruit du vent et ces sortes de matières qui coulent bah, qui se glissent.
J'irais même plus loin, c'est que dans cette scène de l'antenne, etc., il y a, alors c'est on va dire, discret entre guillemets, mais il y a un raccord où, en gros, au moment où il a l'épiphanie, on a d'abord sur un mur l'ombre d'un plafonnier éteint, donc on voit juste l'ombre sombre comme ça, et au plan d'après, dans le cadre, il y a une lumière allumée. Donc il y a vraiment une espèce de Hmm. presque de gag de bande dessinée, quoi, de se dire, il vient d'avoir une idée, pouf, il y a une ampoule qui s'allume, quoi. Et le film fait ça à plusieurs reprises. D'ailleurs, une des autres séquences un petit peu d'invention, on va dire, quand il cherche à comment il pourrait gagner du temps, Syntex propose de construire des phares tout autour de la cordillère pour pouvoir voler même de nuit. Et donc, au-delà de la référence à Vol de nuit, il y a cette idée assez belle qu'il place en fait des bougies sur la carte de la région, comme s'il était déjà métaphoriquement en train de placer les phares dans la montagne, quoi. Donc, il y a cette espèce, encore une fois, de jeu entre voilà, un petit peu le monde de l'imaginaire appliqué à la réalité. D'autant que le film juxtapose ça d'un plan qu'il imagine avec le phare, enfin avec les phares, avec Exactement, l'avion. ouais. Il donne à Syntex, il matérialise concrètement les idées. Exactement. Et donc, et moi je trouve que c'est voilà, vraiment la dimension la plus réjouissante du film, d'autant plus que ce fil de on va dire, la lumière un peu dans les ténèbres est vraiment tenu par la mise en scène jusqu'à parfois un beau degré de précision. Alors, je vais pas dévoiler la fin du film, mais qui, on va dire, voilà, euh, vraiment parachève ce parallèle entre voilà, la figure de ce créateur qui illumine un petit peu ceux autour de lui, etc. Mais moi, il y a un moment que j'aime beaucoup où donc ils sont en contact avec le patron de la compagnie aéropostale qui est interprété par Benoît Magimel, mais dont on n'entend que la voix. Et en fait, quand le patron parle, la radio s'allume et il y a quatre petites diodes lumineuses voilà, qui s'illuminent au moment où il parle. Et il y a une scène où le patron décide de fermer l'aéropostale définitivement, ou en tout cas, bref, cet endroit de l'aéropostale, peu importe. Et donc, on a visuellement les quatre diodes qui s'éteignent. Ensuite, on a un plan large du hangar où quatre plafonniers s'éteignent. Donc c'est vraiment voilà, fin du rêve, on pourrait dire. Et le plan d'après, Syntex redécolle en espérant trouver une solution. Et il y a un petit effet qui fait qu'il y a des flares de lumière sur la caméra et ça illumine quatre petits ronds lumineux, quoi, comme si finalement il allait rallumer ce que le patron de la compagnie a éteint avant. Quoi. Et donc il y a quand même des choses assez belles et vraiment, on pourrait dire, finement tissées quoi, du point de vue de la mise en scène. D'autant plus regrettable donc que, effectivement, comme tu l'as dit, le film est quand même inégal et que pour ce qu'il se permet par moments, notamment avec un peu cette sorte d'artificialité numérique, etc., je trouve qu'en termes de mise en scène, souvent, au contraire, il est un peu plus timide, quoi. Comme si finalement il fallait, je pense que c'est encore, comme tu l'as dit, hein, cette question un peu de la balance entre la fantaisie et un truc plus réaliste. Et donc j'ai l'impression que, voilà, comme tu l'as dit, toutes les scènes un peu de discussion, etc., on sent que c'est pas là que Aguero s'amuse et que là ça devient beaucoup Hmm. plus figé, ça fait un peu voilà, filmé entre quatre murs si on veut. Et ces séquences-là, effectivement, il y en a malheureusement plusieurs et elles sont beaucoup moins inspirées, mais voilà. Notamment la scène où lui et Diane Kruger vont s'aventurer dans une sorte de bar, rencontrer un mafieux local, très étrange scène, qui essaye de presque, on dirait, de jouer sur une sorte de comique burlesque, de gestes, de situations, mais qui n'arrive à aucun moment à s'incarner concrètement, ni à faire rire, ni à s'imposer. Enfin, Oui, bah, en même temps, il y a une idée assez jolie avec un peu les. On est en gros dans une sorte d'arrière-salle et on voit les ombres projetées des gens qui sont en train de faire la fête à côté. Donc il y a une espèce de hmm. truc un peu d'ombre chinoise comme ça. Mais effectivement, c'est une scène un peu extraite du reste. Et je pense que le film a beaucoup aussi ce problème-là, c'est que en fait, à l'intérieur du récit, il y a une espèce de logique un peu épisodique qui se met en place. C'est-à-dire, on tente ce truc-là pour aller aider Guillaume, ça marche pas. On tente un autre truc, on tente un autre truc. Et donc, je pense que c'est aussi, encore une fois, un truc pour se rapprocher du conte, hein, avec bah, typiquement Le Petit Prince, c'est vraiment une série de Oui, rencontres et presque chaque planète chapitre, c'est un après nouveau planète. personnage. Hmm. Exactement. Et j'ai l'impression que le film essaie de répliquer ça et du coup, ça l'essouffle aussi un peu, quoi, parce qu'il y a un Hmm. truc où le film fait un peu du surplace, scène après scène après scène. Et voilà, donc c'est aussi la limite de cette idée un peu d'une sorte d'hybridation avec le conte. Et cette répétition de séries d'événements dont tu parles, on sent pour autant qu'elle vient d'une idée intéressante, c'est-à-dire le parcours de Syntex n'est en fait qu'une série d'échecs. Il ne réussit jamais vraiment à faire ce qu'il veut, et donc c'est plus l'événement en lui-même, qu'il soit réussi ou non,
qui est prétexte à de la création visuelle, à de la poésie, à de la magie. Et Pablo Aguero veut nous raconter ça, enfin, résumé grossièrement et vulgairement, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, quoi. Dit comme ça, on dirait que c'est un film de merde. C'est beau ce que tu dis, c'est beau ce que tu dis. Non mais, enfin, non seulement je suis d'accord, mais surtout, il faut quand même reconnaître au film que déjà, il ressemble à peu d'autres films et que vraiment, il a un univers qui lui est propre et que moi, je suis assez touché par le fait que ce soit un authentique film d'aventure purement au premier degré, qui vise une forme d'émerveillement presque candide des fois. Et je trouve ça beau que le film fasse ça, d'autant plus que Aguero, si on prend par exemple Evan Dorpa, c'est un film beaucoup plus retors, compliqué, un peu maniériste, qui joue sur les images, etc. Enfin, c'est vraiment un film plus cérébral, on pourrait dire beaucoup plus sophistiqué. Et là, il ose une sorte un peu de candeur qui est tout à fait raccord avec celle de Syntex lui-même, enfin en tout cas de cette version de personnage de Syntex. Et ça, je trouve ça assez beau. Absolument. Est-ce qu'on passe au second petit quiz de la soirée? C'est parti, bon. Écoutez. C'est quoi le principe de ce quiz? Alors, le principe de ce quiz... C'est Nosfera One, on est d'accord? C'est Nosfera One. Nosfera One, parce qu'il y a un Nosferatu, le quiz étant... Enfin, c'est pas le quiz étant deux parties, il y a deux quiz autour de Nosferatu. Un qu'on fait maintenant et un qu'on fera à la toute fin, en petite friandise, parce que j'ai pas pu m'en empêcher. En gros, le principe est simple. Quel beans. C'est que la figure du vampire, dont on va parler après dans Nosferatu, a été vue tout un tas innombrable de fois à travers le cinéma. Donc, je vous donne un pitch de film de vampire avec Dracula ou Nosferatu, peu importe. Est-ce que c'est un vrai film avec Dracula ou est-ce que je l'ai inventé? C'est ça le jeu. Vrai film de vampire ou inventé. Des fois, il y a un titre qui va avec, des fois non, peu importe. Voilà. C'est ça le principe. Commençons donc. Un film sur la fille de Dracula, elle-même vampire, qui demande l'aide d'un psychiatre pour se détacher de l'influence de son père et devenir humaine. Bizarre le pitch, j'y crois pas. Devenir humaine. Aucun vampire ne peut devenir humain. Bah, elle cherche à n'être plus vampire, en tout cas. On pourrait le formuler comme ça. Faux, le chat dit faux. On me la fait pas. Tout le monde dit faux. Non, il y a quelqu'un qui pense que c'est vrai. Deux vrais. Ça s'équilibre. Il y a des teams. Le doute s'installe. 2-2. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Loïc tranche. C'est faux, ça n'existe pas. Eh bien écoute, slide suivante. C'est totalement vrai. Ça existe, c'est un film de la Universal, un film de 1936. Qui joue sur le côté un peu Oedipe, voilà, essaie de te détacher de l'influence de son père. Exactement. Donc ça existe. Ok, on continue. Un film Dracula en relief avec Rutger Hauer en Van Helsing. Attends, c'est qui Rutger Hauer déjà? C'est le mec de Blade Runner là. Exactement, c'est le répliquant dans Blade Runner qui joue aussi beaucoup chez Verhoeven. Oh bah, ça... En fait, c'est pas suffisamment drôle si c'est faux. Donc je pense que c'est vrai parce que tu irais pas inventer ça. Tu serais pas là genre en train de faire hihi. Rutger Hauer. Rutger Hauer, film Dracula en relief ou quoi? On a vrai faux dans le chat? Non, faux. On a juste faux. Non, juste un faux pour le moment. Et des doutes. Une série de doutes. Des doutes énormes. Qu'est-ce que vous en pensez le chat? Vrai, faux? Personne. En fait, vous êtes trop impressionné par la 3D de la tête de Rutger Hauer pour pouvoir vous concentrer. Mais écoute, tu peux dévoiler la slide suivante. Un vrai info. Loïc, toi, tu dis vrai. Non, moi c'est vrai. Eh bien, c'est totalement vrai, et c'est le Dracula de Dario Argento. Et oui, c'est le Dracula 3D de Dario Argento, bien sûr. En faisant mes recherches, j'ai vu qu'il était sur YouTube en intégralité. Vous pouvez aller jeter un petit œil. Ça a l'air vraiment catastrophique. Vraiment catastrophique. Même l'affiche déjà. L'affiche est horrible. C'est infectant. Ah, ouais. Sélection officielle du Festival de Cannes quand même. Hein. Et ouais, j'ai découvert aussi sur l'affiche. Ah ouais. Il n'a pas eu la panne, allez, je crois. On continue. Draculita, un film espagnol sur la petite fille de Dracula qui apprend à devenir vampire. Tu l'as bien dit. Au début, j'ai cru que ce serait qui apprend à parler espagnol. Elle parle
le roumain, le carpatien. C'est dur, Draculita, trop bizarre. Mais Faux, en fait, faux. non, je pense que c'est faux. Parce que c'est trop bizarre de se dire que tu vas adapter dans ton pays comme ça Dracula. Genre, c'est comme si les Français, on faisait un film qui s'appelait Jean Dracule. Et c'était sur le petit-fils de Dracula qui apprend à parler français, tu vois, ça n'a pas de Jean sens. Dracule. Ça n'a pas de sens. Bon, tu Donc, dis je faux. crois pas à ton projet bizarre. C'est faux, c'est faux. Aïe, Il aïe, n'y a, aïe. pas de- y a pas de slide. Ah, y a pas de slide Non, image il n'y a pas de faite slide. par C'est IA et direct, on tout. passe à la question d'après. Ok, ok. Blackula. Un prince africain luttant contre l'esclavage est mordu par Dracula et devient un vampire noir. Un prince. Un prince luttant contre l'esclavage, mais ça n'a pas de sens. Si ça avait été un esclave, j'aurais cru, mais un prince. Tu sais, genre la Blaxploitation, ils auraient pu faire un film sur un esclave, mais sur un prince. Oh, tout le monde dans le Le chat dit chat que est c'est chaud, vrai. là. Le chat est Le chaud. chat, bon, allez, je suis l'instinct du chat. Tu dis vrai? Je dis vrai. C'est totalement vrai, bien sûr. C'est effectivement un film de Blaxploitation pur et dur. Blackula. Aïe, Blackula. Un feu dans le cœur. Oh, ça pourrait me rendre triste. Ok, on continue. Dracula 73, un descendant de Dracula ressuscite le comte en 1973 où il doit affronter le petit-fils de Van Helsing. Quoi? C'est les descendants, quoi. Les descendants se font la guéguerre. On dirait le titre d'un film de Coppola. Non. Dementia 13. Dementia 13. Euh, Alors, vrai, faux. il doit affronter le petit-fils de Van Helsing. Ça a l'air d'être nul quand même. C'est une autre question. Est-ce que ça a l'air bien? Est-ce que le pitch est bon? Ouais, j'y crois pas. Tu crois pas? Non, Tu dirais n'y crois faux. pas, Clément. Écoute, est-ce que je donne la réponse? Vas-y, je t'en prie. Eh bien, tu peux passer à la slide d'après, c'est totalement vrai. Ça existe? Ça existe, Non, attends, j'ai dit que c'était vrai. T'as dit faux, t'as dit faux. T'as dit Quoi? faux, tout le monde l'a vu, t'as dit faux. Il me semblait que j'avais dit que c'était vrai. Ouais, c'est ça, mytho. Là. Et non, c'est un des films de la Hammer, donc avec Christopher Lee en vampire et Peter Cushing. Et du coup, c'est un peu drôle parce que le film en VO s'appelle Dracula AD 1972, mais il a dû sortir un an après en France. Et du coup, il s'appelle Dracula 73. Waouh. Voilà. Quel film de fou. Dracula 2000. L'affrontement entre Dracula et un double robotique créé pour le détruire. Oh, non, mais ça n'existe pas. Justement, tu t'es dit Dracula 73 rigolo, je vais faire la version Nec plus Ultra. Dracula 2000, non. Tu crois pas? Non, ça jamais de la vie, quelqu'un, un producteur a dit oui. Comment ça, Andrea, ça serait vrai? Ah vrai, faux. Quand même, un peu de... Dracula 2000, ça vous chauffe pas? Non, K2000 seulement. K2000, Dracula seulement. Mais pas les deux en même temps. Ouais, quasiment tout le monde dans le Bon, chat tout le n'y monde croit pas, dit sauf Andrea qui a l'espoir. On va dire que cette personne répondait au truc d'avant. C'est faux, non, c'est faux, je l'ai inventé. C'est faux, ouais. Et quid 3000 de Dracula 3000? Un film Dracula dans un univers de science-fiction avec des pierres de l'espace. Ça, j'y crois, mon pote. T'as pas aimé 2000, mais t'aimes bien 3000. Ouais. Parce que 2000, ça semble trop réel. 3000, là, on est vraiment dans le turfu, tu vois. Après, ça dépend quand ont été faits les films, quoi. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah, faux. Non, ça existe. Ça existe. Oh, Ça yes. existe. Et si tu trouves que le pitch ressemble un peu à Alien, je te laisse lire la tagline qui est un plagiat de celle d'Alien, vraiment. Ah oui, Dans l'espace, il n'y a, de pas de lumière du jour. Ça C'est existe. bien trouvé, Ça mais existe. ça a l'air horrible. Clément Tratou. Ça existe. Ah, pardon, j'ai double-cliqué et du coup j'ai Oh spoil. non, oh non. Non, oh j'ai tout, j'ai oh divulgaché. non. Un film C'était un mexicain des où meilleurs. Luchador affronte le vampire. Non.
C'est à le 100% tu poulet, disais Clément est reveal le raciste et poulet. tu... J'ai tu- reveal le tu poulet, je disais suis faux. désolé. Eh bah Santo et le écoute, trésor de Dracula. Ah, je suis désolé. je l'ai pas mis dans le pitch parce que je me suis dit que c'était plus crédible, mais en fait c'est un luchador de maintenant qui remonte dans le temps et ensuite affronte Quoi? Dracula. C'est ça qui se passe. Et je me suis dit si j'écrivais ça, ça faisait trop spécifique. On aurait su que c'est vrai. Waouh. Ah, parce que j'ai le seum de l'avoir révélé, je suis navré. Je suis navré. C'est vraiment je suis sûr que c'est le meilleur film avec Dracula qui existe, ça peut pas y Bah avoir de peut-être. concurrence. Un film où Dracula, chassé de Transylvanie, trouve refuge dans la colonie de chauves-souris d'un zoo. Et l'idée est trop bien pour avoir existé, je pense que c'est ta petite tête. Merci du coup, je suppose. Tu peux prendre ça comme un compliment. Ah ouais, non, ça donne très envie de voir ça par contre. Faux. Bon, tout le monde dit faux. Énorme. Ouais, je suis pas très bon pour vous berner, mais je me suis un peu amusé aussi. Ah si, il y a un vrai. Bon, c'est faux, je l'ai inventé. C'est fou. Aïe, aïe, aïe. On arrive bientôt à la fin. Un Il en film où reste le deux. chien de Dracula, ressuscité par accident, se recherche un nouveau maître. Alors, ce film existe à la seule et unique condition où il s'appelle Dog Cula. Pas mal, Oula, pas dans mal. le chat, c'est excité là. Oui, vrai. Ouais. Du calme, Thomas, du calme. C'est parce que tu veux voir ce film, c'est la seule raison. Zlatan, le chien de J'espère. Dracula. C'est ça le titre du film. Alors, il s'appelle pas Zlatan, hein, le chien de Dracula. Tu confonds avec un célèbre joueur de football. Ah, Mbappé, le chien de Dracula. Mbappé, le chien de Dracula. Eh bien, écoute, tu peux passer à la slide suivante, on va voir si c'est vrai ou faux. Oh, c'est Zoltan, le chien Zoltan, sanglant il de était pas loin. Dracula. Il y a un T'étais pas loin, sanglant. Thomas. Je remercie Jodie, celle qui m'a parlé de ce film, qui fait que j'ai pu le mettre dans le quiz. Waouh, Dog la tue. Oh, c'est incroyable. Zoltan, le chien sanglant de Dracula. Aucun film qui a l'air bien, c'est quand même dingue. Thomas, tu trouves ça bien? Film inouï. Est-ce que c'est un de ces sales films japonais que tu as eu le temps, Thomas? Mais c'est un film italien, ça. Oui, italien, pardon, c'est ça que je voulais dire. C'est un film italien, mais parce que le cast, on sait pas trop. Ah, si, Pataki, ouais, peut-être. Pataki, ouais. Pataki, on sait pas. Un film où le vampire arbore une magnifique porn stage des années 80. Ça, je te connais, Clément. Ça, c'est de l'ordre de la transition. Eh oui, bien C'est sûr. Nosferatu de Le film existe, 2024. c'est Nosferatu, Robert Eggers. C'est le Précise. film dont on va vous parler. Nosferatu a une moustache dans le film. Voilà, je vous le dis parce que c'est important hein, pour bien. Alors, tu m'as un peu spoilé là, donc je pense qu'on va arrêter l'émission tout de suite parce que. Ouais, je suis un peu mal à l'aise. C'est important de savoir une moustache dans le film. Notez bien ça dans votre tête. La moustache, sérieux. Eh oui, ben elle est là. Elle est là. Alors, attendez que je vous envoie On l'avant-annonce arrive sur, de ce film de fou là. Voilà, le gros morceau peut-être. Ouais, le film qui peut-être, vend. Non, pas tant. Mais effectivement, Nosferatu. on va y plonger nos crocs en tout cas. Voilà, on va y aller à gorge déployée. Ça marche pas trop, mais un peu. Effectivement, Nosferatu, le nouveau film de Robert Eggers, qui avait fait The Witch, The Lighthouse, The Northman, qui n'a pas fait The Nosferatu, bizarre. À notre plus grande dame. Mais tout simplement, Nosferatu, qui est une relecture, voilà, somme toute assez fidèle, on pourrait dire, du mythe de Dracula, Nosferatu, parce que bon, c'est un petit peu la même figure dans tous les cas. Donc, petite frise chronologique. 1897, Bram Stoker écrit Dracula. 1922. Non, si, 22. Si, c'est ça, je crois. C'est ça. La frise chronologique qui sera instantanément à la deuxième date. En 1922, Murnau réalise Nosferatu. Donc, il adapte le roman de Stoker, mais un peu à sa sauce. Propose une nouvelle version narrative, un nouvel écrin, que vont adapter fidèlement deux cinéastes. Werner Herzog d'abord, dans un film où Isabelle Adjani joue la jeune femme désirée. Promise du vampire. Oui, promise, où Klaus Kinski joue Nosferatu.
Et puis finalement, en 2024, c'est Robert Eggers qui réadapte Nosferatu, avec un petit acteur qu'on a vu récemment dans Juré numéro 2, Nicolas Hoult qui joue le héros, avec Willem Dafoe qui joue le scientifique, et Van avec Helsing, enfin l'équivalent de Van Helsing. et Bill Skarsgård dans le rôle de Nosferatu. Est-ce que, Clément, toi déjà, t'aimes pas trop Robert Eggers de base? On peut dire qu'il n'y a pas eu de rencontre avec ce cinéaste. Il n'y a pas eu un moment où vous êtes rencontrés, vous êtes serré la main, tu lui as dit pas mal ça. Je lui ai brossé les cheveux comme ça. Écoute, j'ai un souvenir plutôt bon de The Lighthouse que j'ai vu il y a quelques temps, j'avoue. Mais c'est vrai que The Northman ne m'avait pas du tout plu, un peu pour des raisons similaires au fait que Nosferatu ne m'a pas du tout plu. Déjà sur Nosferatu, je trouve ça quand même bizarre de faire un film sur Edoui Plenel et de ne jamais parler de Mediapart. Bon, ça me semble être un peu une faute professionnelle. Ça, c'est quand même chelou. C'est le Pablo Aguero de l'adaptation. C'est ça, bon, on reconnaît bien avec la moustache, etc., le phrasé, mais bon, il parle pas de Mediapart, c'est bizarre. Et non, mais en fait, je pense que ce qui m'ennuie chez Eggers, pour sortir un petit peu directement dans le vif du sujet, c'est que j'ai l'impression que c'est un cinéaste qui se regarde beaucoup filmer et qui est tout le temps dans la démonstration d'une forme de virtuosité. Si on regarde un petit peu la façon dont Nosferatu est mis en scène, est cadré, etc., moi j'ai l'impression que dans tous les plans, ou presque, il y a un élément qui est un petit peu le mouvement de trop, qui est celui qui va me servir à faire « Ah, il est fort, celui qui a cadré ce plan ». Et en fait, c'est quelque chose qui était déjà présent, je trouve, dans The Northman, mais qui là vraiment va peut-être se radicaliser au sens où, moi quand je regarde le film, j'ai l'impression que tous les plans sont chorégraphiés un peu de la même manière. On pourrait décrire un petit peu les 2-3 types de plans. Il y a, je sais pas, personnage qui arrive du fond du plan et la caméra qui fait un panoramique à 180 degrés d'un coup pour suivre son déplacement, ou alors personnage qui arrive du fond du plan face à la caméra et ensuite on part en travelling latéral vers la droite ou vers la gauche. Ça, c'est 2 types de plans qu'on voit à peu près dans 90% des scènes du film. Et qui, j'ai l'impression, sont vraiment là pour, on pourrait dire, asseoir une espèce un peu de virtuosité de cinéaste. C'est-à-dire qu'on va faire... Il y a quelque chose d'ailleurs d'assez rectiligne, on pourrait dire, dans quasiment tous les mouvements de caméra du film. On fait des panoramiques à 90 degrés, des travelling à 360. Enfin, bon, c'est un peu un film de petits géomètres à ce niveau-là. Et je dirais, dans la tête d'Eggers, peu importe finalement ce qu'on filme, du moment que le cadre va dégager cette espèce de sensation de voir quelque chose d'impressionnant, enfin plutôt d'un plan qui lui est impressionnant. Et moi j'ai l'impression qu'il y a des moments, et c'était déjà mon sentiment sur The Northman, où la mise en scène d'Eggers va vraiment saboter des situations pour faire étalage de sa maîtrise. Au-delà de moments qui sont juste purement incongrus, je pense à une scène d'embrassade entre Nicolas Hoult et donc Lily Rose Depp qui joue... je crois qu'elle s'appelle Hélène, la femme désirée par Nosferatu, où ils s'embrassent au centre d'une pièce, etc. Et la caméra se rapproche jusqu'au chignon de Lily Rose Depp de façon extrêmement... oui, il s'est pris pour Hitchcock pendant un quart de seconde. Voilà, mais ça pourrait être ça, mais en fait, ça ressemble même pas vraiment à un plan d'Hitchcock. Bon, bref. Je pense qu'il avait fait tout le tour de la scène et du coup, il lui restait un travelling avant à faire, donc c'est pour ça qu'il l'a fait. Mais pour prendre des exemples plus spécifiques, dans The Northman, il y en avait un que je trouvais assez parlant qui était ce plan assez... qui avait fait parler de lui à l'époque où on voyait la horde de barbares attaquer un village et toute la scène était filmée en un long plan séquence, un long travelling latéral comme ça, je sais pas comment dire, fixe, en tout cas sans panoramique, quoi, vraiment un travelling où la caméra efface de profil à l'action et avance comme ça. Et sur le papier, situation très impressionnante, chorégraphie très impressionnante de ce qui joue entre les acteurs, etc., les cascades, etc. Sauf que la décision d'Eggers on pourrait dire d'afficher regardez, j'ai cadré tout ça en un seul travelling, en fait pour moi contrevenait totalement à l'appréciation de la scène, puisque du coup il y avait des éléments en permanence qui passaient au premier plan, et en fait je trouvais que le plan n'était pas du tout adapté à l'appréciation de ce qu'il était censé filmer. Et il y a plein de moments dans Nosferatu à mon sens qui sont comme ça, au-delà du fait que moi c'est un style de filmage, je pense, auquel je suis un peu allergique quand j'ai l'impression que la caméra fait un truc un peu gratuit pour se faire remarquer, etc. Moi il y a plein de petits tics on pourrait dire dans le film qui m'agacent, mais on va dire que c'est un rapport plus personnel, mais je pense là notamment au surgissement, puisque Nosferatu c'est quand même
on va dire, un film d'horreur, ou en tout cas, voilà, qui entend dégager une certaine angoisse, des moments de frisson, etc. Il y en a un que je trouve réussi, qui est celui de la toute première séquence, qui est une séquence un petit peu de prologue centrée sur Lily Rose Depp, où voilà, le monstre va faire sa première apparition fracassante en un raccord comme ça, enfin plus ou moins un raccord, mais en tout cas va faire irruption dans le cadre. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment impressionnant et c'est un des moments qui m'a le plus attrapé, on pourrait dire, du film. Mais il y en a plein d'autres où je trouve que vraiment cette espèce de, on pourrait dire, de lourdeur, en tout cas de monstration dont fait preuve la caméra, ruine vraiment les séquences. Je pense notamment à un moment dans la cave du bateau qui transporte Nosferatu, où on a un des membres d'équipage qui veut aller ouvrir la caisse dans laquelle est le vampire et le tuer. Et c'est une séquence qui est inratable sur le papier, au sens où voilà, c'est un long plan, le personnage se rapproche, il y a des éclairs qui illuminent périodiquement le fond du plan, du coup on s'attend à ce que Nosferatu peut-être surgisse par là, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le personnage ouvre la caisse, donc il y a un beau panoramique comme ça, encore une fois très rectiligne, très géométrique, qui va montrer les rats qui sont dans la caisse. Et en fait, le surgissement se fait pendant que la caméra est en train de remonter, donc quasiment hors champ, et en fait, on rate le jumpscare de la scène. Et la caméra rate le jumpscare de la scène, parce que... Vas-y. En réalité, dans ce plan-là, ce que tu ne mentionnes pas, c'est que pendant le travelling arrière, oui, qui précède le personnage euh... rentré, on aperçoit le temps d'un éclair le corps de Nosferatu, ouais. Et donc le plan développe non pas le moment du jumpscare, mais la tension de quand est-ce que ça va arriver, vu qu'on a été averti. Exactement, que ça voilà, allait c'est une scène de suspense, on pourrait dire. On sait que Nosferatu est là, on attend de voir quand est-ce qu'il va surgir, et je trouve que le moment du surgissement est raté. Et en fait, il y a d'autres moments comme ça dans le film qui spécifiquement reposent sur des surgissements. Je pense à un moment où le corps de Lily Rose Depp d'un coup se soulève un petit peu comme le personnage dans L'Exorciste, comme ça, se soulève sur son lit, et c'est accompagné d'un mouvement de caméra très théâtral, sauf qu'en fait... le mouvement du corps se fait pendant le mouvement de la caméra et je trouve que du coup on capte pas bien le premier. Un autre moment qui est une sorte de jumpscare, on va dire, nocturne, où on suit le personnage joué par Emma Corrin, qui est une des amies du personnage de Lily Rose Depp, qui se balade avec une bougie. Il y a un lamp panoramique qui nous montre la cage d'escalier vers laquelle elle regarde. On se doute qu'un jumpscare va arriver à un moment ou à un autre. Et en fait, le plan est tellement long, le panoramique tellement pesant que je trouve que ça annule complètement l'effet de surprise puisque ça gâche la fin, si on veut. Et je trouve que tout le film est un peu comme ça, c'est-à-dire, et c'est là où peut-être, pour être un peu véhément, on va dire, mais Eggers, c'est vraiment un des cinéastes de l'elevated horror, en tout cas dans le mauvais sens du terme, c'est que il faut que tous les plans aient l'air sophistiqués, quoi. On a l'impression qu'il se passe un truc. Là, la caméra bouge, on sent qu'il se passe un truc, quoi. Et je trouve que tout le film est un peu comme ça, mais qu'en fait, c'est des effets qui sont très gratuits et qui n'affichent que finalement la propre maîtrise d'Eggers, quoi. Mais ce qui est surprenant avec Robert Eggers, c'est que donc on comprend maintenant qu'il a une patte, ou en tout cas un genre de film très spécifique. Ce genre de film, c'est la réécriture de mythes ou de contes classiques gothiques. Avec The Witch, récupérer le conte des sorcières. Avec The Lighthouse, récupérer un ensemble de poèmes, de croyances, de mythes autour des îles abandonnées. Dans The Northman, un truc plus de l'ordre du mythique, avec les mythes scandinaves. Et donc avec Nosferatu, une adaptation purement concrète du film de Murnau. Mais moi, en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il veut faire ce film ? À la limite, The Witch, The Lighthouse et The Northman, je comprends. Dans la mesure où c'est des films que je trouve pas tous réussis. Comme pour toi, j'ai une préférence pour The Lighthouse parce qu'il y a quand même une singularité. Je veux dire, il écrit quelque chose de nouveau, il propose un scénario et donc un ensemble d'images et de choses qui peuvent aller avec. Là, dans son film, je veux dire, il y a Murnau et Herzog qui sont passés par là. Qu'est-ce que lui se dit qu'il peut apporter à ces films préexistants qui ont déjà énormément de choses à proposer. Ce que Murnau travaillait beaucoup, comme tout le monde le sait, c'est la question de la lumière et de l'ombre, et de comment tailler l'espace avec ces différentes matières, ce que Eggers ne fait quasiment pas. Herzog travaillait, quant à lui, une notion beaucoup plus, comme à son habitude, de réel étrange, où en fait, notamment dans cette invasion de rats finale dans la ville, il s'intéresse à tout d'un coup ce que ça fait que de vraiment balancer plein de rats partout dans une ville, et de purement filmer le réel en train d'advenir, quoi. Et qu'est-ce que Eggers a à proposer de nouveau cinématographiquement ? Comme tu l'as dit,
Son style de mise en scène, il est pas nouveau, c'est pas novateur ce qu'il propose dans ce film de cinéma en général, mais de sa propre filmographie. Et moi, ce que j'ai la sensation de trouver un peu comme proposition singulière, et qui sont principalement les choses que je sauverais du film, c'est certaines ambiguïtés de jeux spatiaux par le cut. De temps en temps, le film travaille des juxtapositions d'espace surnaturelles, irréelles, qui semblent permises par le numérique. Des moments où la caméra se déplace et finit son déplacement dans un autre espace, dans une autre vitesse, dans un autre sens. Un moment où une scène que même moi j'ai presque vécu comme un rêve, je sais pas comment toi tu l'avais vécu Clément, la séquence où Nicolas Hoult, bloqué dans le château de Nosferatu, va découvrir le cercueil du comte. Le comte se réveille, Nicolas Hoult se met à fuir. Au fond de sa fuite, il découvre que le comte l'attend déjà dehors. Là, il fait demi-tour, il rouvre la porte et un travelling avant l'accompagne. Et presque, je sais pas vraiment si c'est un cut ou comment ça a lieu matériellement, mais ça se transforme avec un mouvement similaire exécuté par Lily Rose Depp qui sort dans la rue. Et en fait, c'est un assemblage comme ça de petits moments où, en tant que spectateur, même moi, je m'interroge sur la perception que j'ai eue d'un plan ou d'une scène. De la même façon, au moment de la rencontre avec Nosferatu, devant le feu, où ils signent les papiers, où ils échangent un petit bout de pain et de sang, un plan, tout d'un coup, joue sur la déformation de l'espace qu'on a vu auparavant, où le plafond semble beaucoup plus proche du personnage, et une statue finit par tourner sa tête vers lui. Je sais pas si tu as souvenir de ce plan. Oui, je me souviens de la statue. Alors que, en fait, dans les plans d'avant, il n'y avait pas du tout de statue qui était à cet endroit-là. Et on découvre après, dans les plans suivants, que cette statue formait un des deux côtés de la cheminée. Donc en fait, ce que j'aime bien, c'est justement ces propositions éparses dans le film de jeu sur la perception de est-ce que j'ai vraiment vu ce que j'ai vu. Mais comme tu l'as dit, le problème c'est que le film, dans la majorité de son temps, ne joue pas la question de est-ce que j'ai bien vu, est-ce que j'ai pas vu, mais joue la question de la monstration, c'est-à-dire de bien montrer. Et veut toujours essayer de trouver le mouvement élégant, un peu démonstratif, qui finalement gâche en fait le principe même de ce que pouvait incarner le comte Nosferatu et ce qu'il arrive à incarner dans les premières séquences, c'est-à-dire ce personnage un peu insaisissable, un peu intangible, qui apparaît au tout début du film avec une belle idée, seulement en ombre sur des rideaux, où se déplace physiquement entre les cuts, et à partir du moment où il apparaît physiquement dans le film pour la première fois, ben, il rentre dans le reste du dispositif du film, c'est-à-dire un truc un peu cadré joliment, la caméra peut se déplacer élégamment, et dans la même direction, musicalement et sonorement. Encore une même galère. Ça fait 2 fois là. Beaucoup. Il est très pompier, Robert Eggers. Vraiment, la musique du film est très 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 appuyée, comme si, par peur que ces plans monstratifs ne soient pas suffisants, il fallait bien nous préciser, attention les gars, ça c'est une scène de tension, attention les gars, ça c'est une scène de drame. D'autant que, en réalité, la majeure partie des séquences du film, surtout dans le 3e acte, à partir du moment où Nosferatu arrive en ville, sont quand même très ennuyantes, quoi. Il y a beaucoup de redites, de répétitions, de choses qui ont lieu de nouveau, et vu que la mise en scène n'a rien à proposer de neuf, on passe son temps à attendre. Et à attendre que Nosferatu vienne nous dire « Ah, dans 3 jours, dans 3 nuits, bah, vivement la 3e nuit, quoi ». Bah, je pense que tu mets le doigt tout à fait sur un truc. Au-delà du fait que faire un film sur José Bové dans lequel il n'y a aucun tracteur, c'est quand même relativement exagéré. J'avais prévu la blague. Non, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Déjà, je trouve ça très un peu curieux. Une affaire de principe était vachement mieux d'ailleurs. C'est un peu plus juste dans la représentation du Parlement européen. T'as raison, c'est vrai ça. Et non, mais en fait, ce que tu dis qui me semble fondamental, c'est que ce qui est beau dans Nosferatu et dans cette question notamment de vraiment un symbole qui lui est fortement attaché, c'est que quand vous êtes influencé
que je sois totalement sa proie, etc. En fait, ce qui est beau avec Nosferatu, avec le vampire, on va dire, c'est que son influence, elle est un peu intangible. Et c'est ça qui est, c'est même le mot d'influence. C'est-à-dire qu'il y a un trouble, il y a un mystère, il y a quelque chose qui dépasse un petit peu les cloisonnements. Or, Attendez, les gens me disent qu'on a un son robot. ah, on a un son robot. Blablabla. Est-ce que Bouge ça va un mieux? petit peu ton câblos. Là. C'est Est-ce bon que c'est mieux? là? Le chat dit Ça va ok. mieux le chat? Je Ok. sais pas si ça veut dire ok. Ah là, c'est Bon, bon, écoutez. super. Bref, tout ça pour dire que ce qui est beau dans le principe, je trouve, du vampire, et de le fait qu'il étende progressivement son influence, c'est qu'on est dans une zone grise, quoi. On ne sait pas tout à fait si on est du côté du vampire ou pas, et comme tu l'as dit, les meilleures scènes du film sont des scènes de trouble. On a un doute, on ne sait pas exactement dans quel espace on est, ça passe notamment par les raccords. Est-ce qu'on est avec le vampire en Transylvanie ou en Allemagne, et en fait on est un peu dans les deux à la fois, et c'est ça qui est beau. Et le truc, c'est que Eggers, je trouve, est incapable d'incarner ça, puisque sa mise en scène, elle est vraiment par essence extrêmement verrouillée. Et voilà, il faut quand même dire, moi, que je trouve pas mal de scènes assez ridicules et que c'est un film où on passe son temps à voir les acteurs arriver précisément sur leur marque ou se pousser pour laisser passer la caméra dans le plan avec les tziganes, etc. En fait, il y a un truc extrêmement figé, artificiel, un peu statifié comme ça. Plan sur les tziganes d'ailleurs qui se termine par une actrice qui passe sous la caméra en faisant comme ça. Et vraiment, du coup, toute la fin du plan, je me disais, qu'est-ce qu'a fait l'actrice pendant le plan, quoi? Est-ce qu'elle s'est mise par terre et a fait une sorte de petite roulade sur le côté pour laisser passer? Je sais pas. Mais je pensais à ça. En effet, je pensais à la chorégraphie du truc. Exactement. Et je trouve que du coup, Eggers est vraiment mauvais là-dessus. Et ça m'amène à un autre point qui est que déjà, un film sur Usul sans Loomis, bon, c'est un peu du mansplaining, ça c'est un détail, mais non, surtout sur un deuxième point qui est que je trouve que Eggers rate son Nosferatu au sens du personnage Nosferatu, quoi. Je trouve que c'est vraiment l'incarnation qu'on a eue, enfin Nosferatu ou Dracula, c'est vraiment la même chose, la plus pauvre, parce que au début, il y a un peu l'idée que, on va dire, enfin, il va jouer visuellement, comme tu l'as dit, avec ce plan sur les rideaux, sur un peu son ombre, cette capacité un petit peu d'illusionniste, on pourrait dire, du vampire. Et d'ailleurs, je pense que le film, en fait, puise aussi beaucoup dans le Dracula de Coppola, qui était celui qui poussait le plus loin cette logique presque du vampire comme montreur d'ombre, on pourrait dire. Et le problème, c'est qu'à mon avis, il tombe dans, à nouveau, un peu cet écueil qui est celui de la lourdeur, en tout cas de la littéralité, quoi. Typiquement sur l'ombre du vampire, ça devient, je trouve que au début c'est intriguant, et en fait plus le film utilise ce motif, plus ça me paraît un peu ridicule, et jusqu'à un plan plutôt vers la fin où en gros il pénètre dans la chambre de Lily Rose Depp, on voit son ombre qui se balade sur les murs, à nouveau plan très chorégraphié, très soigné, etc. Et en fait au bout de l'ombre, il y a lui qui arrive, quoi. Il y a presque un truc en fait, c'est tellement logique et littéral que ça dévitalise complètement le pouvoir un peu mystérieux de la figure de l'ombre, quoi. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que on sent dans ces plans-là qu'ils veulent faire hommage directement à la technique que Murnau avait utilisée à la fin de son film. Sauf que, vu qu'il ne théorise pas l'ombre et la lumière et la progression de l'ombre sur le domaine de la lumière qui va potentiellement tout récupérer, tout éteindre, tout envelopper, bah en effet, ces plans finaux semblent plus une forme de coquetterie que un réel événement. D'autant qu'ils jouent non pas sur toute une lumière qui va disparaître, mais quelques endroits où la lumière apparaît grâce aux projections de la lune depuis les fenêtres. Donc, il n'y a pas comme dans le film de Murnau, une surface lumineuse qui est progressivement envahie. C'est vraiment juste joli. C'est juste, voilà, on voit vraiment son ombre passer. Tu utilisais le mot étonnant. Moi, ce qui m'a étonné, c'est plutôt de voir un film sur Hercule Poirot où il n'y a pas d'enquête, pas d'indice. Bon, et pas de scène de révélation finale où il dit c'est vous le coupable. Enfin bref, ça c'est un peu un détail. Mais surtout, il tombe aussi, je trouve, dans un autre piège qui va avec cette idée en fait un peu de littéralité. C'est que qu'est-ce qui fait de Nosferatu? En gros, c'est une méchante bébête, quoi. Une méchante bébête en latex. Et plus le film avance, plus le vampire se dévoile, plus je trouve que ça, vraiment, voilà, le mystère qui était déjà vraiment assez faible disparaît complètement, quoi. La séquence finale, on le voit, on pourrait dire, en entier, etc. Je trouve vraiment qu'il y a un problème parce que, peut-être d'ailleurs par
c'était vraiment un contre-humain du 19e, il aurait sûrement eu une moustache, donc je mets une moustache, bon bref. Ah, le son est encore vampirisé, mais c'est dingue ça. Bah là, j'ai rien bougé pourtant. Est-ce que c'est le réseau? C'est mon son à moi qui begouille. Ce qui paraît. C'est surprenant parce que moi je t'entends bien. Mmh. C'est revenu, ok. Ok, très bien. Et attention, Nosferatu est chez vous, en fait, c'est ça. Il vampirise le son. C'est ça, il vampirise le son. Et en fait, je suis sûr qu'il le fait un peu presque par souci d'authenticité, de dire non, mon vampire, ce sera un corps qu'on va voir en pleine lumière, sans effets spéciaux numériques, etc., etc. Mais en fait, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est un contresens de faire un film Nosferatu sans mystère, quoi, sans zone d'ombre, sans zone de doute. D'autant plus que, on peut pas dire qu'il fasse une espèce de 180 degrés en disant, bah non, moi c'est pas Nosferatu la créature mythique, c'est une personne, le comte Orlok, et je vais au contraire jouer à fond la carte de son existence physique. Clairement, le film fait pas du tout ça. Et d'ailleurs, on pourrait presque dire que, alors que c'est une de ses versions les plus incarnées à l'écran, notamment parce qu'il a une moustache quand même, c'est un détail pas anodin. Finalement, l'explication de son existence est encore plus mystique que d'habitude, puisqu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de Lily Rose Depp qui en fait l'aurait appelé, c'est presque ça qui l'a fait apparaître, etc. Donc en fait, là, à nouveau, je trouve que le film voilà, fait une sorte de contresens en fait. C'est vrai. Contresens d'autant plus grand que la chanson de Freddie Mercury la plus connue, c'est Bohemian Rhapsody, et le film ne prend même pas la peine de la passer à un seul moment, quoi. Bah oui, en plus on voit Charlie Chaplin et il a ni bonnet ni canne, donc là c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Il manque tous les trucs. Vraiment un film de fou. C'est pas le film que je voulais voir, quoi. Ouais, c'est pas du tout cinéma, ça. J'avais préparé quand même 2-3 noms de moustachus sur le côté, hors champ. Bon. Est-ce qu'on n'a pas fait le tour du film un peu là déjà? On a fait le tour. Je pourrais dire aussi que je trouve que globalement les acteurs jouent mal. C'est pas tant le cas de Lily Rose Depp, mais à la fois Bill Skarsgård avec sa grosse voix de méchant, j'achète pas. Et je trouve que surtout leur couple d'amis, Emma Corrin, Aaron Taylor Johnson, je les trouve tous les deux vraiment très mauvais, mais je pense parce qu'ils sont vraiment ils sont bloqués en fait, ils sont contraints dans un film qui peut pas leur permettre de faire beaucoup plus, quoi. Ouais. Et le pauvre Willem Dafoe qui commence à jouer le même rôle dans tous les films de Robert Eggers. Le vieux zinzin. Ça commence à se voir. Ça commence à se voir. Mais oui, je suis d'accord avec toi qu'à la limite, je sauverais avec parcimonie Lily Rose Depp, dont on sent elle est investie en tout cas. Ouais. Il y a un investissement physique, qu'il y a certaines scènes où sa chorégraphie de la transe semble plutôt incarnée. Et des fois, quand même, je me dis, quelle idée d'adapter Nosferatu en 2024, parce que, enfin, je veux dire, c'est quand même tellement éculé comme représentation féminine et masculine, d'autant que le film représente, avec le premier degré le plus dégueulasse possible, le lien entre le vampire et le sexe. Oui. Vraiment, il n'y a aucune forme de subtilité. Dès la première scène, il fait respirer Lily Rose Depp de façon très sexuelle. Il joue toujours sur les questions de la pénétration, de l'absorption. Et donc, en fait, fait perdre à cette, encore une fois, subtilité, à cette question toujours qui est présente dans les mythes de vampires. Et préfère se dire, je vais le montrer premier degré. En fait, les vampires, ça parle de baise. Regardez la fin, à quel point je suis littéral dans comment je montre le rapport final. Petit plan sur les tétés de Lily Rose Depp parce que ça aurait été dommage de s'en priver. Enfin, c'est bizarre, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et juste un truc sur la fin, mais c'est exemplaire de ce qui m'agace dans ce film et on va dire ce genre de façon de filmer, mais sans dire, enfin, j'allais dire sans dire ce qui se passe. Bon, on se doute un peu de ce qui va se passer, mais un des derniers plans, c'est l'avant-dernier, je crois. C'est le soleil qui se lève à travers la chambre et Willem Dafoe qui se met à la fenêtre. Voilà, un peu le calme après la tempête. On pourrait dire le vampire vient de mourir. Et c'est un plan qui est inratable, je veux dire. C'est vraiment un truc un peu très, très simplement poétique, etc. Et Eggers réussit quand même à le rater parce qu'il met dans le plan un petit miroir pile bien placé pour refléter le visage de Willem Dafoe. Tu vois. Il y a toujours le petit truc en trop pour dire non, je me contente pas d'une belle lumière. Non, je vais faire un petit truc de cadre pour que vous ayez bien vu que c'était bien cadré, quoi. Et je trouve que tout le film est rempli de petites saletés comme ça, quoi. Mais du coup, peut-être un travail que j'aurais dû faire en amont. Je garde cette question en tête. Pourquoi Robert Eggers veut faire ce film? Qu'est-ce qu'il a?
Parce qu'il réactualise pas, il propose pas une nouvelle vision de mise en scène. Je sais pas. Honnêtement, Est-ce que c'est pas par ego de se confronter au plus grand? peut-être. Peut-être. C'est possible. On verra ça avec Christopher Nolan qui va adapter Je fais l'Odyssée. l'Odyssée. C'est fou ça. Pour le coup, au moins c'est bizarre quoi. Au moins c'est Au curieux. moins, ça a le mérite d'être bizarre et voir Nolan faire du 0 CG pour adapter l'Odyssée, j'ai hâte de voir ça. Bon, est-ce qu'on finit par un petit quiz final, par le quiz Nosferatu, donc grand blagueur sûr. que tu es. Qu'est-ce qu'il a encore cook ce débile. C'est quoi le concept du deuxième quiz de Nosferatu? C'est quoi le concept? C'est un peu comme on avait fait où c'était une sorte de mash-up de titres de films il y a quelques streams. En gros, le principe c'est euh, je vous donne un pitch, ça mélange un vampire avec un pitch de film, souvent un film assez connu. Et la réponse est un jeu de mots avec soit Dracula, soit Nosferatu dedans. Voilà. Je suis très C'est juste ça. Je suis Voilà, très- il y en a une petite dizaine, c'est pas très dur. C'est juste pour le fun. Ok. C'est Noël, en fait, c'est Noël, donc joyeux Noël. Voilà, Oh, c'est waouh. quiz de- Le vampire plein d'espoir tente de percer dans le show business en tant que pianiste de jazz. Euh... Ok, j'ai. C'est vraiment très littéral quoi. Je suis abattu. Dracula la lande. Bien sûr. Eh oui, Mathieu l'a eu. Voilà. Je suis abattu par. Donc il y a la réponse juste après. Bon, j'ai pas fait Est-ce une que t'as infographie fait. très compliquée. Non. Non, mec. Écoute Loïc, j'étais Trois en train de quarts faire de du plaisir, ski. c'est les Je pouvais affiches pas- là. Déjà, imagine-moi sur les Moi télésièges en tomate, train mec. de J'avais fait des efforts. Imagine-moi sur les télésièges en train de dire Dracula la lande. Déjà, ça c'était beaucoup. Donc, non, j'ai pas fait d'efforts visuels. Dracula la lande, bien sûr, bien sûr. Le vampire, face à sa destinée, entreprend un long périple pour détruire la bague magique d'un autre prince des ténèbres. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez le vous avez le film a priori? Attends, c'est un sous-titre? C'est un des Non, non, sous-titres d'un des trois films? non, non, non. Mais attention, j'ai dit, on peut faire le jeu de mots avec deux noms. Non. Est-ce que le chat là, vous avez le film a priori? C'est le Seigneur des Anneaux? Je vois pas où tu mets une blague. Elle est bien cachée. Non, pas tant. Ça va, ça se fait. Attends, t'as mix Nosferatu et le Seigneur des Anneaux? T'es à deux doigts là. Le chat, franchement, vous devriez l'avoir là. Le Seigneur des Anneaux Eh Sferatu. oui, bien sûr, le Seigneur des Anneaux Sferatu. Ok, Eh je quitte oui, Prisme. eh oui. Bah, elle était évidente. Oh là là, des Anneaux Sferatu. Bien sûr, bien sûr. Elle était là. Le vampire déterminé décide de mettre son côté. Ah! Le vampire déterminé décide de mettre de côté son passé meurtrier en s'engageant dans l'armée comme objecteur de conscience. Oh waouh! J'ai écrit ça un peu comme si c'était, tu vois, un peu Martine à la plage, tu vois, à chaque fois le vampire dans un. Oui, ouais, un- j'ai vu, c'est beau. T'as précisé qu'il était déterminé quand même. C'est ça, il est déterminé. J'ai pas le film. Un objecteur de conscience dans l'armée. Ouais, t'as pas? Hmm. Film Seconde Guerre mondiale. Je laisse le chat un peu. Le chat peut trouver. Mathieu, j'ai confiance. C'est un film qui a moins de 10 ans. Nosferatu. Eh ne fera oui, bien sûr, Nosferatu ne tuera point, le film de Mel point. Gibson C'est très drôle. avec Andrew Garfield. Ah C'est là ça, là. exactement. Exactement. Bien joué, bravo, bravo le chat. Bravo. Le vampire exploité se mutine et arrivé aux États-Unis et lutte pour les droits de ses semblables. Là, attention, ça Oh, devient un je quiz, crois ça que je devient l'ai, un quiz mais c'est trop cinéphile. Là. bizarre. Ça devient cinéphile. C'est un film de Spielberg? C'est un film de Spielberg, ouais. Oh putain. Mais c'est vraiment juste. Il y a zéro effort. C'est pas... Ça me faisait juste rire Dracula de... Amistad ou Amistad Dracula, les deux marchent, mais. Non, c'est ça, Dracula Mystère.
il était tellement lame que ça me faisait rire. Le chat se régale, tu vois, ils l'ont... Il a mis une stat, oui, il y a eu ça aussi. Bravo, bravo. Le vampire agacé peine à tenir les enfants turbulents de sa colonie. Là, le jeu de mots est un peu plus... Hmm. Bon, c'est pas très compliqué, mais... Des enfants turbulents dans une colonie, ça m'évoque aucun film. Est-ce que que c'est le un chat film vous de l'avez? Wes Anderson? Non. Ah, Nosferatu, Jours Heureux? Alors, je l'ai pas formulé comme ça, mais oui, c'est ça. C'est quoi? Mais C'est Nos nos Jours jours Heureux heureux se fera Sferatu. tout, voilà. Ah ouais, il y a Avec zéro effort là. Là, Jean-Paul ça se Rouve, voit, c'est le vampire. 90% ski, 8% raclette et 2% cuisine. Parce que... Bon, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Le vampire, pingre, ne veut pas débourser un centime de son immense fortune pour payer la rançon de son petit-fils. Mais si, mais Attends, si. j'ai le film, mais j'ai que le titre anglais. Ah non, Ça se traduit assez littéralement si c'est ce film-là. Mais... Allez, vous l'avez, vous l'avez. est-ce que c'est Ciel et Nosferatu? Alors, non, c'est pas, t'as pas le bon film. C'est pas C'est pas Ciel et Kurosawa. Enfer? C'est pas, C'est pas High and Low de Kurosawa? Non, c'est pas ça. Entre ciel et l'enfer à tout. Ouais, bon, c'était bien tenté, mais non, c'est pas ça. Ah, c'est on est pas ça. d'accord qu'on dirait le pitch de Entre le ciel et l'enfer. Non, parce que c'est pas son petit-fils dans Entre le ciel et l'enfer. Ah, son Là, fils. c'est film plus récent. Film plus récent. Film d'un cinéaste dont on a fait une tier list il y a pas longtemps. Nosferatu, Eh l'argent du monde. oui! Nosferatu, l'argent du monde. Eh monde. oui, bien sûr. Ce qui est bien, c'est que ça fait Ok. tu ou tout en fonction de ce qu'on C'est veut. pratique, ça s'adapte. Très bien pour faire des jeux de mots avec. Ok. Et le dernier, Ça, c'est le dernier. Ouais. pour bien finir la soirée, Il est le cinéphile. celui-là, vampire, bien attention. embêté, cherche désespérément à retrouver l'un de ses camarades de classe pour lui rendre son cahier. Qu'est-ce que c'est que ce film de con? Ah, c'est c'est cinéphilonie, là, celui-là. Désolé. Oh, putain. Mais ouais, mais ouais. Est-ce que c'est un film genre de Sika, un truc un peu obscur Nosferatu, la maison de mon ami? C'est un peu mal formulé, mais c'est ça. Nosferatu et la maison de mon ami, de Abbas Kiarostami, bien sûr. Voilà, Abbas, c'est quand même, il y a du quiz, quoi. Faut Je suis connaître un peu, dévasté. faut connaître le cinéma iranien, quoi. C'est pas que les jeux de mots. Ah, c'est Kino, hein. C'est Kino. Hein. Voilà, Et c'est comme tout, le dit c'était- Nosferatu, qu'est-ce qu'il a encore cook, ce débile? Qu'est-ce qu'il y a encore cook? Voilà. Voilà, Ah. c'était le petit quiz bonus. Voilà. Petit quiz bonus pour le petit stream de la rentrée. Petit stream à distance. Clément est dans les Alpes. Mais la semaine prochaine, tu nous reviens. Bien sûr. Tu nous reviens. Et qu'est-ce qu'on va parler de la semaine prochaine? De quoi on va parler la Eh semaine oui. prochaine? J'imagine Bird de Andrea Arnold Tout à fait. et La chambre d'à côté de Pedro Almodovar. Alors, il sera déjà sorti ou c'est. Il c'est sort après mercredi prochain, ouais. Ok. Parce qu'on avait parlé de EFUS aussi. Alors, je sais pas si ça vaut le. Je l'ai pas vu EFUS. encore. IFUS. Mais. Sache, Clément, que Thomas te dit quiz dément, seul un fou peut avoir cook un tel chef-d'œuvre. Merci Thomas, fidèle allié. Fidèle Attends, participant. c'est quoi l'autre film dont tu parles, le E2 là? C'est U2, le groupe, avec Bono. Ah, Scripts of YouTube, the Name, le site internet? With or Without You, tout ça, tout ça. Non, c'est Hmm. EFUS, EEPHUS. EEPHUS. EFUS, c'est un film qui était à la 15e. Le dernier tour de piste de Carson Lund. Almodovar est sorti, ouais. Almodovar sera de sortie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, bah j'irai voir ça. C'est bien? Tu l'as vu? Je l'ai pas vu, mais Quid d'un ours dans le Jura, nous demande-t-on. Clément, t'es pas loin. Tu peux aller nous fact-checker ça. C'est pas le même massif, mais je peux me débrouiller. A priori, à ski de l'un à l'autre, ça va pas ça va vite, quoi. On fait ça vite.
Mais non, Bon, très du bien, coup, ouais, faisons, on se faisons réserve comme ça. André Arnold, Pedro Almodovar pour la semaine prochaine. Un beau Pas petit mal, binôme. beau programme très festivalier, quoi. Voilà, voilà. C'est ça. Et merci à toi d'avoir été là ce soir. Merci au chat Bah, merci à d'avoir toi, répondu merci à présent vous. pour notre retour de 2025 dans les plus belles conditions possibles et imaginables. Vous avez vu, on a fait péter le budget. Bisous tout le monde. Ciao! Ciao. À dimanche.